Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Un nouveau plan pour lutter contre la radicalisation avec la création d'un centre de réinsertion par région. L'État veut professionnaliser le suivi des personnes signalées alors que le Sénat mène une mission sur le désendoctrinement. Décryptage et analyse avec nos invités. Fin de l'ultimatum du MEDEF sur la loi travail. L'organisation patronale doit décider cet après-midi si elle quitte la table des négociations de l'assurance chômage. Elle exige du gouvernement le retrait de 3 points de crispation dont la taxation des CDD. Le débat est à suivre. Démission de Denis Baupin de la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Accusé de harcèlement sexuel, le député écologiste a quitté son poste ce matin. Parlant d'allégations mensongères, il conteste les faits. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi jusqu'à 18h30, Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Le gouvernement sonne la mobilisation générale contre le djihadisme avec 80 mesures supplémentaires dévoilées aujourd'hui. Manuel Valls tente de donner de la cohérence à la lutte contre le djihadisme. Le détail de ces mesures avec Flora Sauvage. Des enseignants mieux formés, des clubs de sport plus contrôlés. Le Premier ministre Manuel Valls a dévoilé ce matin 80 mesures pour lutter contre la radicalisation et le terrorisme. Chaque époque a ses défis. La lutte contre le djihadisme est sans doute le grand défi de notre génération. Et pour mieux détecter les signes de radicalisation, le gouvernement va doubler les capacités de prise en charge des jeunes concernés. Le plan gouvernemental prévoit une enveloppe de 40 millions d'euros supplémentaires en 2 ans. Autre mesure annoncée ce matin, la création d'un centre de réinsertion et de citoyenneté dans chaque région d'ici à fin 2017 pour les jeunes radicalisés repentis. La première structure de ce type devrait ouvrir cet été en Indre-et-Loire. L'objectif de ces centres d'hébergement est d'endiguer la vague de départ des candidats au djihad. Enfin, un conseil scientifique permanent sur la radicalisation et le terrorisme va voir le jour. Le but, coordonner un réseau de recherche et renforcer les liens entre les chercheurs et les fonctionnaires de l'antiterrorisme. Actuellement, 1600 jeunes font l'objet d'un accompagnement selon le gouvernement. L'objectif est d'atteindre 3600 personnes dans 2 ans. Le MEDEF serait sur le point de reporter son ultimatum. Le 19 avril dernier, l'organisation patronale durcissait le ton, menaçant de se retirer de la négociation UNEDIC si elle n'obtenait pas le retrait de certains points de la loi El Khomri. Face au manque de visibilité sur le projet de loi travail, le MEDEF pourrait revenir sur sa décision. Alors retour sur les changements de pied du syndicat patronal avec Sophie Normand-Couturier. L'ultimatum est lancé au gouvernement le 19 avril dernier. Le président du MEDEF demande alors un projet de loi travail profondément corrigé. Nous avons atteint aujourd'hui notre point de rupture. Si rien ne bouge rapidement sur ce texte dans les 3 semaines qui viennent, nous en tirerons les conséquences et le gouvernement et les députés récolteront ce qu'ils auront semé. Le MEDEF menace de quitter la table de négociation sur l'assurance chômage. Menace aussitôt dénoncée par le Premier ministre. Je regrette ces méthodes qui consistent à poser des ultimatums. Prendre en otage la négociation de l'assurance chômage, c'est-à-dire sur le revenu de ceux qui ont perdu un emploi, c'est, je crois, honnêtement, ne pas être à la hauteur de la responsabilité en tant que partenaire social. L'organisation demande la levée de ce qu'elle considère comme 3 obstacles fondamentaux. La surtaxation des CDD, le compte personnel d'activité, ainsi que le mandatement syndical pour les petites entreprises sans représentation du personnel. Un haussement de ton de la part de Pierre Gattaz, jusque-là plutôt mesuré, qui a tenté de répondre à une véritable fronde interne menée notamment par les fédérations du bâtiment, des assurances, de la banque ou encore du commerce. Mais tous au sein de l'organisation patronale ne partagent pas cette contestation. Difficile pour le MEDEF de se faire le porte-voix d'un tissu d'entreprises variées aux intérêts parfois divergents. Dans le reste de l'actualité, Nicolas Sarkozy, président des Républicains, a décidé d'imposer le vote sur des bulletins en papier lors de la primaire de droite pour les Français de l'étranger. C'est une décision qui passe mal. Alors pour en parler, on va retrouver Tam Tranui en direct de la salle des conférences avec votre premier invité, Tam, Robert Del Picchia, sénateur LR. Il représente les Français de l'étranger, justement. Oui, sénateur des Français de l'étranger, rattaché au groupe Les Républicains. Robert Del Picchia, vous êtes un fervent partisan du vote électronique. Vous avez été à l'origine de plusieurs propositions de loi sur ce thème. Est-ce que vous comprenez la position de Nicolas Sarkozy ? J'ai un peu de mal
à la comprendre, cette position, parce que pour ce qui est du vote Internet, j'étais l'auteur de la première loi, dont le vote Internet à l'étranger est le résultat de cette loi. Eh bien, cette loi laisse la possibilité à tout le monde de pouvoir voter sur Internet à l'étranger, à part les présidentielles, mais on pourra y revenir. Donc je ne comprends pas très bien cette position qui est acceptée par tous les Français à l'étranger, reconnue par tout le monde. Alors est-ce qu'il y a des intentions politiques? Je ne sais pas. Vous voulez dire que Nicolas Sarkozy cherche volontairement à restreindre le nombre de personnes qui pourraient voter à l'étranger? Écoutez, on est presque amené à le penser. Alors, je ne sais pas si c'est son idée, mais on est presque amené à le penser. Parce qu'à partir du moment où on limite le nombre de votants, eh bien, ça risque de modifier l'élection. Pourquoi? Parce que, évidemment, les membres des Républicains, les adhérents, les quelques sympathisants à l'étranger ou les sympathisants à l'étranger vont peut-être faire l'effort d'aller voter, mais vous ne faites pas 800 km pour aller voter, ça c'est exclu. Alors dans quelques grandes villes, peut-être, ça peut se passer, mais on n'ouvre pas la porte à tous ceux qui sont appelés à voter, c'est-à-dire les centristes, les indépendants, tous ceux qui n'ont aucun mouvement, aucun parti politique, mais qui sont dans cette mouvance politique proche de cette charte de l'élection que l'on veut instituer. Alors Nicolas Sarkozy fait lui valoir qu'il y a un problème de rupture d'égalité si on ne permet pas le vote électronique pour les Français de l'Hexagone, mais qu'on l'autorise pour les Français de l'étranger. Qu'est-ce que vous lui répondez? Moi, je réponds tout simplement que la rupture d'égalité, elle ne peut exister que s'il y a quelque chose de comparable. On ne peut pas comparer. Si on le fait dans ce cas-là, eh bien, tous les Français devraient payer le même impôt. Il y a rupture d'égalité aussi pour le paiement de l'impôt, bien entendu, selon la situation. Alors là, c'est une situation différente. Puis je voudrais préciser quand même que tout scrutin à l'étranger est une dérogation au vote en France. Donc à partir du moment où ça existe déjà, c'est déjà une dérogation. Il y a des lois pour ça, elles existent. Le vote électronique existe déjà il à existe l'étranger déjà, non seulement il existe, mais il est appliqué. Je vous rappelle qu'il est appliqué pour les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, pour les conseillers consulaires, pour les députés. Je vous rappelle qu'il y a 11 députés aujourd'hui à l'Assemblée, élus par Internet pour les Français de l'étranger. Et le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel n'ont jamais protesté, n'ont jamais annulé une de ces élections. Alors un autre problème qui a été pointé du doigt, lui, par un rapport sénatorial récent, il y a la question aussi du secret du vote et de la sincérité du vote. Est-ce que vous comprenez ces arguments-là? Écoutez, on peut chercher tous les arguments que l'on veut. Qu'est-ce que l'on veut? Est-ce qu'on veut faire participer les gens? Alors, si on commence à discuter du secret du vote, etc., moi je veux bien, on peut discuter éternellement. Mais est-ce qu'on veut que les Français de l'étranger participent à l'élection? Est-ce qu'on veut augmenter la participation? Si on veut limiter la participation, alors on interdit tout. Alors pourquoi faire voter à l'étranger à ce moment-là? En tout cas, on voit déjà que cette primaire à droite suscite de vraies difficultés. Est-ce que vous pensez qu'arriver à un scrutin impartial qui met tout le monde d'accord, c'est mission impossible? Je ne crois pas que c'est mission impossible. On va peut-être y arriver. Peut-être qu'on va revenir sur cette décision et qu'il y aura le vote sur Internet. C'est ce que je souhaite. C'est ce que souhaitent beaucoup de Français de l'étranger, pratiquement tout le monde. Et tous mes collègues sénateurs et députés le souhaitent, l'ont exprimé, ils le disent. Je crois qu'il faut être réaliste et arriver un jour à une solution. On est sur la bonne voie pour les Français de l'étranger. Ils participent de plus en plus à l'élection. Je crois qu'il ne faut pas les empêcher de dire ce qu'ils pensent. Moi, je veux même dire une chose. Si on les empêche de voter, attention, au mois de mai l'année prochaine, moi, je ne sais pas comment sera leur réaction. Merci beaucoup, Robert Del Picchia, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Tam, pour cette première réaction. La démission de Denis Baupin ce matin, l'élu écologiste de Paris a quitté sous la pression la vice-présidence de l'Assemblée nationale après la publication par Mediapart et France Inter de témoignages de 8 femmes qui disent avoir été victimes d'agressions et de harcèlement sexuel de sa part. Quentin Calmy. Ce sont des textos grossiers, des gestes déplacés ou encore des remarques inappropriées dont plusieurs élus auraient fait l'objet au sein du parti écologiste. Un harcèlement de la part de Denis Baupin, qu'elles sont plusieurs à dénoncer ouvertement aujourd'hui. La porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, ou encore la députée Isabelle Attard, toutes dénoncent des gestes déplacés, des rumeurs dont ses collègues écologistes avaient déjà entendu parler. Je pensais que c'était un mélange de racontard et de commérage. Enfin, je n'étais pas très sûre parce que moi, je ne connais pas l'histoire du parti. Je suis venue tard dans ce parti. Mais on disait, on m'avait même dit, un socialiste un jour m'avait dit, avec les casseroles qu'il a, il ne sera pas ministre. Aujourd'hui, la sénatrice se félicite que la parole se soit libérée. Le prix à payer
de la prise de parole, de la déclaration de ce genre de choses est très lourd. Il faut aussi le dire. Toutes ces femmes qui se taisent, c'est aussi parce qu'elles savent qu'il y a un prix élevé à payer. Dans l'après-midi, le député écologiste a répondu par l'intermédiaire de ses avocats. Il conteste fondamentalement l'idée de harcèlement sexuel et plus encore d'agression sexuelle, lesquelles lui sont totalement étrangers. En parallèle, il a accepté de démissionner de la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Il envisage de porter plainte pour diffamation. Des accusations qui ébranlent encore un peu plus le camp écologiste, déjà au bord de l'implosion depuis plusieurs mois, car Denis Baupin est marié à la ministre du Logement Emma Cosse, ancienne secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts. La France discrimine-t-elle ses étrangers? Dans un rapport publié aujourd'hui, Jacques Toubon, le défenseur des droits, dénonce une série d'atteintes aux droits fondamentaux, école, famille ou encore soins. Les explications de Sandra Cerquera. À l'heure de la crise des réfugiés, le défenseur des droits publie un rapport choc qui dénonce un à un les obstacles empêchant l'accès des étrangers aux droits fondamentaux. C'est ce que Jacques Toubon appelle la logique de suspicion. 3 points ont retenu son attention. Le premier, il y a atteinte aux droits dans la délivrance des papiers par les préfectures. Exemple mentionné dans le rapport, les cartes de résident d'une durée de 10 ans, garantie de l'accès au logement et à l'emploi, sont délivrées au compte-gouttes, au profit de cartes de séjour d'1 an ou de simple autorisation de 6 mois. Deuxième sujet évoqué, le sort réservé aux étrangers malades, avec des obstacles de plus en plus fréquents à l'admission au séjour pour soins. On voit une plus grande complexité qui est là, beaucoup plus de demandes de papiers, alors qui n'ont pas prévu par la loi, qui sont demandées aux personnes étrangères. Et du coup, ça contribue à rendre difficile leur accès aux soins, alors que c'est un droit. Enfin, est dénoncé le traitement des mineurs étrangers. Ils sont de plus en plus nombreux à être placés en centre de rétention avec le reste de leur famille. Une pratique un temps proscrite au motif qu'un enfant ne peut être privé de liberté à cause du statut ou des agissements de ses parents. Et Jacques Toubon, le défenseur des droits, sera notre invité à partir de 17h30. Il répondra aux questions de Mickaël Zamès. François Hollande assure ne pas être en campagne. Et pourtant, ce matin, en inaugurant la nouvelle halle bio du marché international de Rungis, le chef de l'État a reconnu qu'il pouvait être insupportable de l'entendre dire que ça va mieux quand il y a encore tant de difficultés, tout en revendiquant cette formule. On l'écoute. Quand je dis que ça va mieux, j'en trouve toujours qui me disent que ce n'est pas le cas pour eux. Et c'est vrai. Et c'est tout à fait insupportable même d'entendre, y compris le président de la République, pas ce soir, pas ce matin pour vous, mais dire que ça va mieux quand il y a encore tant de difficultés. Mais si nous n'avons pas une vision de notre propre destin, si nous ne sommes pas capables de nous emmener nous-mêmes vers un certain nombre de directions, si nous n'avons pas confiance dans notre propre capacité de réussite, mais qui pourra nous donner l'encouragement nécessaire? Jean-François Longeot, sénateur UDUC, est l'invité de la rencontre. Avant de l'accueillir sur ce plateau, direction le Doubs, un département d'AOC qu'il faut défendre alors que les négociations sur le traité transatlantique inquiètent de plus en plus par leur manque de transparence. C'est un reportage de Faustine Saint-Geniès. Bonjour, Jean-François Longeot, sénateur du département du Doubs, j'ai 59 ans. Je suis élu depuis le 1er octobre 2014. Un fervent défenseur des atouts de son département et de sa ville Ornans, berceau d'un champion industriel, Guillain Emballage. Alors ici, on transforme essentiellement du PET. C'est du polyéthylène terephthalate. Créé en 1972 dans un garage, c'est aujourd'hui un géant de l'emballage alimentaire avec près de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce bruit clic, ouais. Très important. Ouais. Parce que pour l'utilisateur, on doit pouvoir fermer un emballage sans le regarder. Ouais. Le PDG François Guillain, enfant du pays, a tenu à maintenir le siège social de sa holding ici à Ornans, où il emploie 300 salariés. Quand on est imprégné de cette culture, de ce sentiment d'appartenance à un territoire, eh bien, on a envie de le développer. Et c'est vrai que j'ai eu des tentations où j'ai eu quelques sollicitations pour déplacer ce siège social. Mais véritablement aujourd'hui, ça fait partie de la culture de l'entreprise. Une fierté pour Jean-François Longeot, longtemps maire d'Ornans, qui a tout fait pour favoriser le développement de l'entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, l'élu doit être audacieux, doit parier sur l'avenir. Mais on ne luttera jamais contre le chômage si on affaiblit l'entreprise.
Un sénateur pro-business. L'étiquette est à la mode en ce moment, mais pour Jean-François Longeot, ce n'est pas nouveau. La défense de l'emploi et du savoir-faire local, c'est un peu son dada, avec notamment les AOC comme le comté. Quand on parle du comté, on sait d'où il vient. Et ça nous identifie à ce département. Ça nous identifie à cette ruralité et ça nous montre tout le savoir-faire du monde agricole. Au Fort Saint-Antoine, depuis 50 ans, on pratique l'affinage en cave. C'est les œnologues du fromage. Un peu. Ouais, c'est ça. Les quelques 100 000 meules de comté mûrissent ici pendant 10 à 20 mois. Simplement jusqu'au bout. Alors, il ne faut pas du tout regarder ça comme un fromage qui est mûr. Ça a combien de temps l'affinage, ça? C'est un fromage qui a 6 mois. Et vous savez quel est le producteur de lait? Et je connais l'ensemble des producteurs de lait. L'appellation comté, une filière gage de qualité qui garantit un revenu décent aux producteurs. Une filière défendue par Jean-François Longeot au Sénat, tout comme l'indication entreprise du patrimoine du vivant de l'absinthe chère aux sénateurs. Vous avez 10 à 15 plantes différentes pour la recette et ensuite vous avez l'infusion. Un alcool distillé dans ces alambics centenaires. 100 à 120 000 bouteilles sont produites chaque année par ces 6 salariés. Mais je crois que c'est notre spécificité à nous. On est dans une grande région qui s'appelle la région Bourgogne-Franche-Comté, mais on ne trouve pas ça en Bourgogne. Voilà. Un sénateur bon vivant entier qui défend l'identité de son département, mais aussi la sienne. Ah, je renonce à rien, moi. Je préférerais renoncer à mon mandat de sénateur que de renoncer à ce que je suis. Je ne renoncerai jamais à ce que je suis. Parce que je n'oublierai jamais d'où je viens. Il a tout de même renoncé à une chose, son mandat de maire, et milite pour supprimer la réserve parlementaire. Bref, l'ancien UMP qui s'est présenté sans étiquette veut une classe politique exemplaire. Jean-François Longeot, bonjour. Bonjour. On a vu dans le reportage de Faustine Saint-Geniès votre défense des AOC. Est-ce qu'elles sont aujourd'hui menacées, ces appellations d'origine contrôlée, par le TAFTA ? Oh oui, elles peuvent être menacées. Parce que c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'une concurrence qui casserait des prix, qui ferait de l'imitation. On le fait bien sur les sacs et autres, pourquoi pas sur la filière comté. Mais par contre, je suis convaincu d'une chose, c'est que nos agriculteurs y sont très attachés. Et je peux vous dire qu'il y a encore quelques temps, pour éviter le robot, ils étaient nombreux à revendiquer effectivement cette appellation. Et je crois qu'il faut le comprendre. Avec l'ouverture et la suppression des quotas, une crainte que l'on avait, c'était de se dire on va produire plus de lait. Eh bien non, ils sont restés raisonnables parce qu'ils veulent fabriquer de la qualité. Et je crois que c'est ce qui importe beaucoup dans notre secteur. Et c'est vrai qu'avec les accords, ça peut effectivement poser un certain nombre de problèmes. Mais je sais que les agriculteurs seront vigilants, je sais que la filière comté sera vigilante. Oui, et les parlementaires aussi. Est-ce que vous avez l'impression que votre parole est suffisamment prise en compte dans ces négociations ? Mais notre parole est pour l'instant prise en compte, puisque je suis encore intervenu il y a quelque temps sur ce dossier. Comme je le dis, alors après, bien sûr, c'est pas moi qui décide en finalité, mais comme je le dis souvent et comme je le revendique, vous savez, je lâche rien. Moi, je suis comme ça, je suis un terrien, je suis un homme du terroir et je ne lâche rien. Donc, sur ces accords, eh bien, je crois qu'il vaut mieux ne pas signer les accords que de signer un mauvais accord, parce que est-ce que ça peut être une chance aussi ? Est-ce que ça peut ouvrir des marchés ? Ça peut être une chance aussi ? Oui, bien sûr, évidemment, ça va nous ouvrir des marchés, évidemment. Mais je crois qu'il faudra regarder cet accord de près. Je ne suis pas méfiant, je suis quelqu'un qui fait confiance, mais j'aime bien regarder les choses et les Américains ont suffisamment d'espace et suffisamment de poids pour effectivement nous jouer quelques tours dont nous nous apercevrons de l'effet négatif dans quelques années. On a vu également votre implication au niveau local pour maintenir le siège social de cette entreprise. Comment vous avez fait finalement pour réussir à les convaincre? On a entendu qu'il y avait des sollicitations extérieures. Réussir à convaincre, allez, j'ai pas eu beaucoup de mérite, il faut le reconnaître. C'est un enfant du pays, François Guillain. C'est quelqu'un qui est une boutique de pierre, qui est de la vallée de la Loue. Mais je crois qu'à chaque fois qu'il y a eu effectivement des projets d'extension,
Et je crois que c'est comme ça qu'on doit accompagner l'entreprise. C'est pas avec des subventions, c'est pas avec tout un tas de choses. Jamais cet entrepreneur n'a eu le moindre centime ni le moindre euro de subvention. Je crois que simplement il faut les accompagner dans leur développement. Et c'est ce qu'on a fait lorsqu'il s'est agrandi, qu'il a fallu déplacer la route, qu'il a fallu déplacer les réseaux électriques, qu'il a fallu déplacer les réseaux d'eau, les réseaux d'assainissement, qu'il a fallu déplacer le centre de secours. Je crois que ça c'est notre rôle plein plutôt que de les subventionner. Et je crois que c'est aussi quelque chose, et je le dis souvent, c'est quelque chose qu'il faudra, à mon avis, si on veut relancer l'économie, je crois qu'il faudra que l'on réinstaure dans le dictionnaire un mot qui est celui de la confiance. Il faut faire confiance aux salariés, il faut faire confiance au patronat, et je crois qu'avec ce mot confiance, eh bien, l'économie repartira. Oui, le patronat, l'entreprise, on est en plein débat à l'Assemblée nationale sur la loi travail. Quel regard portez-vous sur les débats en cours avant l'arrivée de ce texte au Sénat? Moi, le regard que je porte, je peux vous dire que si, sur la loi travail, on maintient l'article sur la taxation des CDD, je ne voterai pas du tout cette loi et je monterai au créneau contre, parce que si on veut détruire les emplois, eh bien il faut effectivement mettre en place une taxation des CDD. Et quelle est la personne qui peut croire... mais quelle est la personne qui peut croire qu'en taxant des CDD, on va faire des CDI? C'est inadmissible de penser ça. Et je crois que là aussi, c'est la liberté du travail. Ça pénaliserait les entreprises de votre département, par exemple? Ça pénaliserait les entreprises, et ça pénaliserait d'autant plus les petites entreprises. Ça pénaliserait les hôteliers, ça pénaliserait les restaurateurs, qui, pendant des périodes, ont besoin de quelqu'un, et ça pénaliserait effectivement les salariés qui travaillent pendant 4, 5, 6 mois, 7 mois, et puis qui, effectivement... Cette mesure a aussi été annoncée pour répondre finalement aux revendications des étudiants qui s'inquiètent d'un avenir précaire. Alors qu'ils s'inquiètent d'un avenir précaire, ça je peux vous dire que malheureusement, ils ont raison. Je connais ça à la maison, j'ai un enfant qui est effectivement aujourd'hui demandeur d'emploi. Mais on ne répondra pas à l'emploi en taxant les CDD. Je crois qu'il faut que l'on fasse confiance au marché, que l'on fasse confiance aux entrepreneurs, que l'on fasse confiance aux artisans, que l'on fasse confiance aux commerçants. Vous savez, quand vous avez des artisans et des commerçants qui sont amoureux de leur métier, qui travaillent beaucoup, et qu'on leur demande tous les matins de justifier si ils ont bien dans leur bar acheté le citron, si la rondelle a bien été effectivement facturée, s'il y a bien eu la TVA, une TVA à 10%, une TVA à 19%, une TVA à 5%, une TVA... C'est aujourd'hui pour un artisan et un commerçant quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. Et moi je suis fils d'artisan boucher, je peux vous dire que déjà à l'époque, et c'était moins compliqué que maintenant, mon père me disait mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, qu'est-ce qu'ils nous demandent, qu'ils nous laissent travailler. Jean-François Longeau, vous êtes connu ici au Sénat aussi pour vouloir supprimer la réserve parlementaire. Oui. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu des progrès, notamment en matière de publication, de transparence. Ça ne va pas assez loin, selon vous? Non, ça ne va pas assez loin parce que, si vous voulez, moi je pense que la réserve parlementaire, aujourd'hui, effectivement, c'est très clair. On a effectivement publication de ce qu'on a donné à telle ou telle commune pour tel ou tel travaux. Mais moi, je crois que là aussi, c'est surtout dans la simplification administrative. Et vous savez, je le vois bien en ce moment, puisqu'on répartit la réserve parlementaire. Et quand je vois les maires qui me disent « Dis donc, Jean-François, quand est-ce que j'aurai ma notification ?» Je lui dis « Je ne sais pas. C'est au ministère de l'Intérieur. Qui, le ministère de l'Intérieur, effectivement, manque aussi de personnel pour étudier ces dossiers. Et donc, quand le maire, il a sa notification de dotation d'équipement des territoires ruraux, sa DETR, il ne peut pas commencer les travaux parce qu'il n'a pas la réserve parlementaire. Ou alors l'inverse, quand il a la notification de la réserve parlementaire, il n'a pas la notification de la DETR. Alors je me dis simplement, si on faisait... C'est pas un coup de pouce utile aux collectivités dans ce contexte de baisse des dotations? Si, mais là il faut être honnête, il faut que cette réserve parlementaire aille à la DETR, elle sera répartie. Non plus par un seul parlementaire, parce que, vous savez, des fois, quand je regarde, je me dis... C'est ce que vous aviez dit aux critiques sur le clientélisme des élus. Est-ce que vous-même, vous en avez été victime, par exemple? Mais bien entendu. Pourquoi, à un moment donné, je vais dire, sur un tel projet, là, je mets 5 000 €, puis celui-là 6 000, puis 7 000. Et sur quels critères? Je décide tout seul. Est-ce que dans un conseil municipal, lorsque vous donnez une subvention à une association ou à un autre, est-ce que vous décidez tout seul? Non. C'est le conseil municipal qui le vote. Un conseil départemental, c'est pareil, c'est le conseil départemental qui le vote, pareil à la région. Donc je trouve que moi, c'est un petit peu le fait du prince, et je pense qu'il faut le remettre en... Il ne faut pas la supprimer, l'enveloppe. Mais l'enveloppe, il faut la mettre aux territoires ruraux pour que ce soit réparti par le préfet,
par les élus qui siègent à la commission DETR. C'était également mentionné dans le reportage de Faustine Saint-Geniès. Vous avez quitté les Républicains, l'UMP auparavant. Vous êtes aujourd'hui rattaché au groupe UDI-UC ici au Sénat. Vous aviez même soutenu des candidats socialistes aux dernières départementales. Ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment de clivage droite-gauche aujourd'hui en politique, ce qui est assez à la mode comme concept. Oui, c'est assez à la mode, mais il y a déjà un moment que, pour moi, tout ça est dépassé. Je pense que le clivage droite-gauche va exploser. Je crois qu'il faut aujourd'hui que l'on prenne celles et ceux qui ont des ambitions pour le pays et pas pour eux-mêmes. Alors on va les nommer, on parle beaucoup d'Emmanuel Macron, par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui a une ambition pour le pays? Oui, Emmanuel Macron ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout. Moi, je pense qu'il faut que l'on multiplie les bonnes volontés. Il faut que l'on multiplie le nombre de gens qui ont envie de faire. Et quand j'ai soutenu 2 candidats, il y a un des 2 candidats qui, aujourd'hui, malgré qu'il n'ait pas été réélu, a été maintenu à la présidence d'une société d'équipement du Doubs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'était pas si mauvais que ça. Donc ça veut dire que je ne me suis pas complètement trompé. Je crois qu'il faut effectivement que l'on ait ces convictions. Moi, je suis un homme de droite et je resterai un homme de droite, ça c'est certain. Mais je dis que s'il y a des bonnes volontés et s'il y a des gens d'action dans un autre parti politique que le mien, eh bien je ne vois pas pourquoi je m'en passerais et je ne vois pas pourquoi je ne prendrais pas conseil auprès de celles et ceux qui ne pensent pas tous les jours comme moi politiquement. Merci Jean-François Longeot. C'est l'heure du portrait décalé. Alex refait le portrait, c'est tout de suite. Bonjour Alex. Bonjour Delphine. On m'a dit que vous faites du souci aujourd'hui, paraît-il. Oui, je me fais du souci pour vous, monsieur Longeot. Je suis sûr que vous auriez aimé faire autre chose que sénateur dans votre vie. D'ailleurs, vous êtes arrivé un peu par hasard en politique. Au début de votre carrière professionnelle, vous souhaitiez être boucher. C'est bien cela? C'est le métier de mon père. Voilà, alors pour être boucher, il faut savoir trancher au bon moment, un peu comme en politique. Il faut savoir fidéliser sa clientèle. Il faut aussi ne jamais lâcher le morceau, ça peut être dangereux. Finalement, vous n'êtes pas tellement trompé. Alors on voit sur des images que vous auriez vraiment pu être boucher. Il y a quelques semaines, vous étiez en immersion à la chambre de métier de l'artisanat de Franche-Comté. Vous tenez très bien le couteau, on les voit ces images à l'antenne. Est-ce que finalement, il n'est jamais trop tard pour réaliser son rêve? Et vous pouvez imaginer être boucher après votre carrière de sénateur? Je serais peut-être un peu trop âgé. Mais c'est vrai que c'est un métier qui me passionne. C'est un métier qui me passionne et ma femme me le faisait remarquer lorsque je suis allé, effectivement, dans le cadre de la semaine de l'artisanat. Et j'avais rendez-vous à 4h du matin et je me suis levé à 2h du matin et à 3h15, j'étais là-bas. D'ailleurs, le patron était étonné. Il me dit, mais vous êtes déjà là? Parce que, franchement, ça a été quelque chose pour moi. Et je crois que c'est des souvenirs de gamin. Le métier d'artisan boucher, on habitait là où était le commerce, là où était le laboratoire. Et tous les matins, quand je me levais, je voyais mes parents travailler, je voyais les gens découper de la viande. Et je crois que c'est tous des souvenirs de gamin. Alors effectivement, rien n'est... Mais j'occuperai peut-être ma retraite bénévolement pour aller aider quelqu'un. Eh bien, nous verrons en tout cas, vous parlez de votre famille. Et votre famille, vous en profitez beaucoup, vous êtes un bon vivant, vous voulez profiter de vos enfants et vous aimez aussi profiter de... Bon, regardez. Quand on boit un apéro dans mon bureau, certains collègues disent « Tiens, ils sont en train de boire l'apéro dans le bureau à Longeot parce que cette odeur se dégage dans les couloirs. » Bon, on est loin de l'hémicycle, hein. Voilà, vous aimez profiter de l'apéro, c'est important, c'est un point commun entre nous. Ce week-end d'ailleurs, on a été beaucoup à prendre l'apéro. Moi personnellement, hier, j'étais au soleil sur les pelouses du Luxembourg et j'en ai profité pour lire le dernier album d'Astérix, le Papyrus de César. Et là, ça a été la révélation. Vous me faites penser à Astérix, monsieur Longeot. D'abord, votre moustache très belle, très bien taillée. Et puis surtout, vous venez d'un petit village, Ornans, dont vous avez été maire, près de 4000 habitants. Et surtout, vous êtes libre et irréductible selon vos collègues. Il paraît que vous vous fichez des étiquettes politiques. Ce qui compte pour vous, c'est la compétence et l'intérêt général, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et puis vous avez une potion particulière aussi. Ça aussi, c'est vrai. Elle donne beaucoup de force. C'est pas la même, mais on était là au moment où vous la préparez. Regardez. Que t'as pas fait le rituel à tes copains sénateurs? Non, pas encore. Oui, c'est une potion différente, mais elle donne beaucoup de force. Vous l'avez pas fait encore le rituel aux sénateurs, mais peut-être que vous devriez le faire à vos collègues députés. Ça les aidera peut-être à voter la loi travail plus facilement, l'absente, non? Oui, peut-être, oui, ça leur donnera peut-être un peu de bon sens. Nous verrons. Moi, j'en ai fini de ma chronique. C'était très intéressant de s'intéresser à vous, monsieur Longeot. Et je ne sais pas si vous avez une idée de ce qu'on peut faire maintenant. Regardons. Bon, on va aller prendre l'apéro.
Écoutez, moi, si vous faites l'apéro dans votre bureau, l'apéro Longeau, je serai là pour le prochain. Mon bureau est au 111. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Il Merci. est 17h sur Public Sénat. Tout de suite, les titres. Fin de l'ultimatum du MEDEF sur la loi travail. L'organisation patronale doit décider cet après-midi si elle quitte la table des négociations de l'assurance chômage. Elle exige du gouvernement le retrait de 3 points de crispation, dont la taxation des CDD. Le débat est à suivre. Un nouveau plan pour lutter contre la radicalisation avec la création d'un centre de réinsertion par région. L'État veut professionnaliser le suivi des personnes signalées, alors que le Sénat mène une mission sur le désendoctrinement, décryptage et analyse avec nos invités. Le patriarche maronite Béchar Araï est en France. Ce soir, il donnera une conférence au Sénat sur la situation des chrétiens d'Orient avant d'être reçu par Gérard Larcher, président du Sénat. On en parlera avec la sénatrice socialiste de Paris, Barry Chiari, dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, notre journaliste en direct de la salle des conférences, Tam Tranui. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Je vous le disais à l'instant, le patriarche maronite Béchar Araï est en France alors que la situation des chrétiens d'Orient est de plus en plus préoccupante. Il doit être reçu ce soir par Gérard Larcher. Je vous propose d'écouter Barry Chiari, elle est au micro de Tam Tranui. Barry Chiari, vous êtes sénatrice socialiste de Paris, vous êtes aussi vice-présidente du groupe de liaison sur les chrétiens d'Orient. Alors le groupe reçoit aujourd'hui le patriarche Béchar Araï qui pousse un cri d'alarme sur la situation, le chaos qui entoure les chrétiens d'Orient. Quelle est leur situation aujourd'hui ? Alors je le reçois au titre d'une double casquette. Je suis aussi présidente du groupe d'amitié France-Liban et effectivement vice-présidente du groupe de liaison pour les chrétiens d'Orient. Alors effectivement leur situation est dramatique. Vraiment dramatique. Et nous devons tout faire. Déjà, les consciences sont éveillées sur cette question, puisque depuis un certain temps, au Sénat, les sénateurs ont pris conscience de cette catastrophe qui se passait au Moyen-Orient. Et nous, ce que nous voulons, c'est surtout que les conditions politiques permettent le maintien des chrétiens d'Orient au Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce que, personnellement, je considère que la présence des chrétiens d'Orient est consubstantielle de l'identité même du Moyen-Orient. Et qu'on ne peut pas... Cette diversité est indispensable pour le Moyen-Orient. La diversité est indispensable partout, mais notamment au Moyen-Orient. Et si ici je défends la diversité, je ne vois pas pourquoi je ne la défendrai pas au Moyen-Orient. Parce que les musulmans, les Arabes musulmans n'ont jamais été aussi prolixes, aussi artistes, aussi producteurs d'intelligence que quand ils ont été mélangés à d'autres, aux chrétiens, aux juifs et à d'autres minorités. Sinon, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est que ça va être de l'inceste culturel et c'est bon pour personne. Mais justement, est-ce qu'on ne court pas le risque de cet inceste culturel? Patrick Karam, qui est le président de la coordination des chrétiens d'Orient en danger, estime que les chrétiens d'Orient ne pourront pas y survivre, notamment en Irak. Est-ce que vous partagez ce pessimisme? Alors, je suis moins pessimiste que Patrick Karam. Moi, je fais de la politique, donc j'essaye d'être optimiste et je pense qu'il y a des mesures. Laurent Fabius a pris des mesures. Les Nations Unies sont alertées. Je pense qu'on y arrivera. On y arrivera. On ne peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. De toute façon, même si nous devons les accueillir ici, et c'est notre devoir de les accueillir, quand les choses iront mieux, ils pourront rentrer chez eux. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils se maintiennent au Moyen-Orient parce qu'ils sont chez eux. Ils étaient là avant les musulmans. Vous le disiez, on a aussi le devoir de les accueillir. En France, il y a eu plusieurs grands messages de générosité, mais Paris a restreint le nombre de visas accordés aux familles appartenant aux minorités religieuses en Irak. Alors, est-ce qu'il y a une générosité affichée et une politique appliquée ? Alors je ne pourrais pas vous le dire parce que je ne connais pas les chiffres, donc je ne pourrais pas, vous n'allez pas m'entraîner dans ce débat, je ne sais vraiment pas la politique affichée et les chiffres et les personnes reçues. Ce que je sais, c'est que Paris est une ville solidaire. Les évêques dénoncent cette situation actuellement. Moi, je pense que Paris est une ville exceptionnelle, Paris est une ville généreuse et je ne pense pas qu'on mégote des visas aux chrétiens d'Orient. Je ne le pense pas. Laurent Fabius a fait les choses en son temps. Je pense que ça s'est poursuivi par le ministre Ayrault.
Et nous allons entendre le cri d'alarme poussé par sa béatitude, le cardinal Béchar Araï. Nous allons l'écouter et puis éventuellement nous irons un peu plus loin, alerter le ministère des Affaires étrangères, alerter la présidence de la République. C'est un petit peu offensif sur cette question. Voilà, nous sommes offensifs, Bruno Retailleau l'est aussi, et le président Larcher a toujours été quelqu'un sensibilisé à cette question. C'est d'ailleurs grâce à lui et grâce à Bruno Retailleau que nous avons maintenant un groupe de liaison au Sénat. Merci beaucoup Barry Zakhari d'avoir répondu à nos questions. Voilà pour cet entretien enregistré un peu plus tôt cet après-midi. Le gouvernement sonne la mobilisation générale contre le djihadisme avec 80 mesures supplémentaires dévoilées aujourd'hui. Manuel Valls tente de donner de la cohérence à la lutte contre la radicalisation. Flora Sauvage. Des enseignants mieux formés, des clubs de sport plus contrôlés. Le Premier ministre Manuel Valls a dévoilé ce matin 80 mesures pour lutter contre la radicalisation et le terrorisme. Chaque époque a ses défis. La lutte contre le djihadisme est sans doute le grand défi de notre génération. Et pour mieux détecter les signes de radicalisation, le gouvernement va doubler les capacités de prise en charge des jeunes concernés. Le plan gouvernemental prévoit une enveloppe de 40 millions d'euros supplémentaires en 2 ans. Autre mesure annoncée ce matin, la création d'un centre de réinsertion et de citoyenneté dans chaque région d'ici à fin 2017 pour les jeunes radicalisés repentis. La première structure de ce type devrait ouvrir cet été en Indre-et-Loire. L'objectif de ces centres d'hébergement est d'endiguer la vague de départ des candidats au djihad. Enfin, un conseil scientifique permanent sur la radicalisation et le terrorisme va voir le jour. Le but, coordonner un réseau de recherche et renforcer les liens entre les chercheurs et les fonctionnaires de l'antiterrorisme. Actuellement, 1600 jeunes font l'objet d'un accompagnement selon le gouvernement. L'objectif est d'atteindre 3600 personnes dans 2 ans. La démission de Denis Baupin ce matin, l'élu écologiste de Paris a quitté sous la pression la vice-présidence de l'Assemblée nationale après la publication par Mediapart et France Inter de témoignages de 8 femmes qui disent avoir été victimes d'agressions et de harcèlement sexuel de sa part. Quentin Calmy. Ce sont des textos grossiers, des gestes déplacés ou encore des remarques inappropriées dont plusieurs élus auraient fait l'objet au sein du parti écologiste. Un harcèlement de la part de Denis Baupin, qu'elles sont plusieurs à dénoncer ouvertement aujourd'hui. La porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, ou encore la députée Isabelle Attard, toutes dénoncent des gestes déplacés, des rumeurs dont ses collègues écologistes avaient déjà entendu parler. Je pensais que c'était un mélange de racontard et voilà, de commérage. Enfin, je n'étais pas très sûre parce que moi, je ne connais pas l'histoire du parti. Je suis venue tard dans ce parti. Mais on disait, on m'avait même dit, un socialiste un jour m'avait dit, avec les casseroles qu'il a, il ne sera pas ministre. Aujourd'hui, la sénatrice se félicite que la parole se soit libérée. Le prix à payer de la prise de parole, de la déclaration de ce genre de choses est très lourd. Il faut aussi le dire. Toutes ces femmes qui se taisent, c'est aussi parce qu'elles savent qu'il y a un prix élevé à payer. Dans l'après-midi, le député écologiste a répondu par l'intermédiaire de ses avocats. Il conteste fondamentalement l'idée de harcèlement sexuel et plus encore d'agression sexuelle, lesquelles lui sont totalement étrangers. En parallèle, il a accepté de démissionner de la vice-présidence de l'Assemblée nationale, mais envisage de porter plainte pour diffamation. Des accusations qui ébranlent encore un peu plus le camp écologiste, déjà au bord de l'implosion depuis plusieurs mois, car Denis Baupin est marié à la ministre du Logement Emma Cosse, ancienne secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts. Le MEDEF sur le point de reporter son ultimatum. Le 19 avril dernier, l'organisation patronale durcissait le ton, menaçant de se retirer de la négociation inédite si elle n'obtenait pas le retrait de certains points de la loi El Khomri. Mais face au manque de visibilité sur le projet de loi travail, l'organisation patronale pourrait revenir sur sa décision. Sophie Normand-Couturier. L'ultimatum est lancé au gouvernement le 19 avril dernier. Le président du MEDEF demande alors un projet de loi travail profondément corrigé. Nous avons atteint aujourd'hui notre point de rupture. Si rien ne bouge rapidement sur ce texte, dans les 3 semaines qui viennent, nous en tirerons les conséquences et le gouvernement et les députés récolteront ce qu'ils auront semé. Le MEDEF menace de quitter la table de négociation sur l'assurance chômage. Menace aussitôt dénoncée par le Premier ministre. Je regrette cette méthode qui consiste à poser des ultimatums, prendre en otage la négociation de l'assurance chômage, c'est-à-dire sur le revenu de ceux qui ont perdu un emploi. C'est, je crois, honnêtement, ne pas être à la hauteur de la responsabilité en tant que partenaire social.
L'organisation demande la levée de ce qu'elle considère comme 3 obstacles fondamentaux. La surtaxation des CDD, le compte personnel d'activité, ainsi que le mandatement syndical pour les petites entreprises sans représentation du personnel. Un haussement de ton de la part de Pierre Gattaz, jusque-là plutôt mesuré, qui a tenté de répondre à une véritable fronde interne menée notamment par les fédérations du bâtiment, des assurances, de la banque ou encore du commerce. Mais tous au sein de l'organisation patronale ne partagent pas cette contestation. Difficile pour le MEDEF de se faire le porte-voix d'un tissu d'entreprises varié, aux intérêts parfois divergents. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Nicole Bricq, bonjour. Vous êtes sénatrice socialiste de la Seine-et-Marne, ancienne ministre. Merci d'être avec nous. J'accueille également Véronique Descaq. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale adjointe de la CFDT. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Denis Jacquet. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, président et membre fondateur de Parrainer la Croissance. Et puis Jean-Baptiste Lemoyne est également avec nous. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains de Lyon. Vous serez un des rapporteurs de la loi travail quand elle arrivera au Sénat. Nicole Bricq, est-ce que vous avez été surprise finalement par cette attitude, on a dit, du MEDEF de durcir le ton et de lancer un ultimatum au gouvernement? Qu'avez-vous pensé de ces méthodes? Je crois qu'il prend en otage la loi travail. C'est tout à fait exact ce que dit le Premier ministre. Et cette pauvre loi travail qui en est à son début de discussion à l'Assemblée, je viens de regarder, elle est prise en otage par finalement tous ceux qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Et c'est ça qui est insupportable. On a un chômage massif, on a des jeunes qui payent, c'est eux qui payent le prix de la flexibilité le plus durement. On essaie d'aborder la construction de nouvelles normes sociales qui effectivement donne un rôle particulier à la négociation d'entreprise. Il y a eu un changement de pied, Nicole Bricq, de la part du MEDEF, ça a été rappelé dans le reportage. Au début, plutôt positif, plutôt conciliant envers la loi travail, et finalement, avec les réécritures multiples, c'est ça qui a conduit le président du MEDEF à lancer cet ultimatum. Vous pouvez comprendre aussi d'abord, j'ajoute pas au Premier ministre sa phrase. C'est vrai qu'on ne s'assoit pas à une table de négociation en posant un ultimatum, ou alors on n'y va pas. Ils y sont allés pour l'assurance chômage. On sait très bien qu'on a besoin de trouver un compromis sur notamment, ne serait-ce que parce qu'il y a un problème financier. Il faut le faire. Donc, on ne se sert pas de prétexte pour ne pas prendre ses responsabilités dans un dossier qui figure à l'agenda des organisations syndicales et des organisations patronales. Point. Alors, Véronique Descaq, comment avez-vous réagi à cet ultimatum? On sait, selon une information des Échos, du journal Les Échos, a priori, que le MEDEF reporte sa décision, peut-être à jeudi prochain. Est-ce que c'était un bon moyen de peser sur les débats, selon vous? C'est pour faire durer le chantage qu'ils reportent leur décision. C'est lamentable parce que les partenaires sociaux ont su, depuis un certain nombre d'années, démontrer qu'à chaque renégociation de cette convention d'assurance chômage, on est capable d'adapter le régime aux évolutions du marché du travail. On a été capable, par exemple, la dernière fois, en 2014, de faire les droits rechargeables à l'assurance chômage pour mieux protéger les salariés les plus précaires, ceux qui tournent dans une succession de contrats courts, de CDD, et pour leur permettre un meilleur accès à la formation professionnelle. On a encore aujourd'hui des enjeux pour améliorer, grâce à l'assurance chômage, le fonctionnement du marché du travail. Je pense en particulier au cumul indemnisation avec des contrats courts, mais je pense aussi à l'abus de contrats courts ou à l'emploi des seniors. Donc on a vraiment des sujets sérieux à traiter. Donc utiliser cette négociation-là, qui est particulièrement anxiogène pour les demandeurs d'emploi et même pour les salariés qui ont encore un emploi, c'est irresponsable. Ouais, irresponsable. Jean-Baptiste Lemoyne, vous, quel regard portez-vous finalement sur, on l'a dit, ce changement de pied de la part de Pierre Gattaz et du MEDEF? Je crois que cet épisode en fait montre une chose, c'est qu'on paye le défaut de méthode depuis le lancement du dossier en réalité. Moi je me souviens de la remise du rapport Combrexel à l'époque, c'était l'automne dernier, tout le monde saluait l'esprit de ces mesures et on voit bien d'ailleurs que le théâtre, effectivement, parfois un petit peu national, qui peut avoir lieu entre telle et telle organisation, eh bien,
on préfère peut-être les négociations sur le terrain, dans les entreprises, et donc c'était le sens des propositions Combrexel, qui d'ailleurs, je dirais, prolongeaient des lois que nous avions prises en 2004 et 2008 pour en revenir au terrain. Parce que plus on est proche du terrain, plus on a tendance à prendre des mesures, je dirais, utiles, consensuelles, et on n'est pas dans le clivage idéologique. Donc je crois que malheureusement, voilà, ça illustre le défaut de méthode du dossier depuis le début, avec du coup des organisations qui, de part et d'autre, ou même des organisations autoproclamées, hein, si je prends M. Martinet, eh bien, ont voulu jouer le rapport de force, et c'est vrai que les employeurs, quand ils ont vu que le gouvernement lâchait beaucoup de choses, parce que M. Martinet montrait les muscles, eh bien, ils se sont dit, nous, on va faire pareil. Et c'est de façon générale un peu dommage qu'on en arrive à ça. Je le concède. Alors, Denis Jacquet, on précise à l'origine de cet ultimatum lancé par le patronat au gouvernement, 3 points de crispation, on l'a dit, la taxation des CDD, mais aussi la mise en place du compte personnel d'activité ou encore le mandatement d'un représentant syndical dans l'entreprise. Vous étiez d'accord, vous, avec cette demande de retrait de ces 3 points ? En fait, je pense que là, on se cristallise sur le MEDEF. Si c'était le seul problème, le MEDEF aujourd'hui, ça se saurait. Je pense qu'effectivement, une mesure d'une telle portée, avec un chômage qui était déjà fort à l'arrivée du président Hollande aujourd'hui, qui réclamait des mesures qui auraient déjà dû être prises depuis plus de 10 ou de 15 ans. Je veux dire, ce chômage se cumule, s'augmente en permanence. Rappelons quand même qu'il y a 70% de chômage de plus des seniors depuis 4 ans. Rappelons qu'une certaine classe d'âge et de qualification de jeunes sont à plus de 25% au chômage. On parle d'économie, on parle de désespoir, on parle de solutions à trouver, et tout le monde fait son gras politique, droite, gauche, syndicats, etc., de ce truc en disant je suis pour, je suis contre. Personne n'a aucune idée de savoir pourquoi il est pour, il est contre. Là, et clair, tout le monde oublie absolument les bénéficiaires. C'est qu'est-ce qu'on fait pour recréer des emplois dans ce pays. Ça devrait être ça le débat. Il n'existe pas une seule moment. Donc, quand à un moment le MEDEF, moi je ne suis pas MEDEF, mais à un moment donné, quand vous dites grosso modo on va taxer les CDD, enfin je veux dire, on a déjà essayé ça 2 ou 3 fois dans le passé, on sait très bien que ça ne marche pas, à quoi ça sert? Si à chaque fois que le moindre, excusez-moi du terme, pas très gentil, Pékin descend dans la rue, il faut lui donner une petite pièce ou une petite aumône pour mais que... Ne sont pas légitimes les revendications selon non, vous mais des étudiants moment, et des les jeunes étudiants descendent dans la rue, la gauche descend dans la rue, les frondeurs descendent dans la rue, chacun descend dans la rue et obtient quelque chose. Pensons aux chômeurs, oublions ces gens-là. C'est pas que je sois antidémocratique, mais à un moment donné, il faut penser aux bénéficiaires, à ceux qui ont besoin que les entreprises embauchent. Cette loi s'adresse aux chômeurs pourtant, c'est bien oui, aussi. On aimerait bien. Et elle traite du travail. Et ce qui m'apparaît extrêmement courageux de la part du gouvernement. C'est le premier gouvernement depuis de très longues années qui s'attaque au travail, au rapport qu'ont les gens au travail. C'est essentiel. Donc si on loupe le coche cette fois, c'est que vraiment, les uns et les autres, on ne sera pas bons, et peut-être plus certains que d'autres. Parce qu'il y a la construction d'une nouvelle norme sociale dans cette loi. Et s'agissant des CDD, on connaît les chiffres épouvantables, notamment pour les créations d'emplois temporaires qui frappent beaucoup les jeunes. Moi, j'ai entendu qu'il y avait eu cette velléité de surtaxation, mais j'ai entendu aussi que la ministre avait dit, et il me semble que c'est certains syndicats qui demandent une modulation. C'est pas tout à fait pareil. Et que de toute façon, c'est pas la loi qui la fixera, ce seront les partenaires sociaux. C'est pour ça que je trouve qu'il faut être à la table de cette discussion. Alors, M. Gattaz dit, je dirais jeudi, attention ou je vais faire un malheur. Mais ça va pas. Bon, il est très fougueux, M. Gattaz. Peut-être qu'il s'est laissé emporter par certaines circonstances. Mais il faut négocier sur ce sujet. Parce que c'est important, c'est à l'agenda des partenaires sociaux. Donc, ce n'est pas la loi qui va régler ce problème. Jean-Baptiste Lemoyne, et après je vous donnerai la Oui, je vais pas laisser Nicole Bricq dire que c'est le premier gouvernement qui s'attaque à ce sujet au travail. Parce qu'en réalité... Ce n'est pas le problème de l'emploi ou du chômage, c'est le travail. Dès 2008, justement, des mesures ont été prises pour favoriser des accords d'entreprise sur des sujets liés au travail. Et on est là dans l'amplification, en réalité, de ces réformes que nous avions mises sur la table. Et à l'époque, c'est vrai que les votes... Non, c'est pas une amplification, c'est une innovation. Les votes de votre parti, effectivement, étaient contre cette loi. Mais en réalité,
réalité, on généralise bien ces principes qui avaient été posés, encore une fois, dès 2004 et 2008. Mais effectivement, il y a urgence à prendre des mesures parce qu'on parle souvent du modèle social français. Mais quel est ce modèle social où on a une société duale, où on a un chômage qui est quand même structurellement élevé? On n'est jamais descendu en dessous de 7% depuis 1981. On est à un peu plus de 10% aujourd'hui. Un marché du travail très segmenté, effectivement, où selon que vous avez un master ou un CAP, vous êtes à 20% de chômage ou à 5%. Et donc, je crois qu'il y a un certain nombre de mesures à prendre pour permettre à tout un chacun sur le terrain, aux chefs d'entreprise, de TPE, de PME, d'avoir confiance. Parce qu'en fait, c'est ça, le sujet, c'est la confiance. Et c'est aussi lever des incertitudes. L'activité qui comprend le compte personnel de formation, ça c'était un point qui avait été d'ailleurs négocié par les partenaires sociaux et signé en 2014. Est-ce que là, vous comprenez finalement que le MEDEF souhaite revenir sur cette disposition? En fait, regardons comment s'applique la disposition. Le compte personnel de formation, à ce stade, n'est pas encore un succès phénoménal. Il y a eu 212 000 formations validées. Il y a 16 millions de salariés en France. Je vous laisse apprécier le ratio. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un certain nombre sûrement d'avancées conceptuelles. Le lien entre les problèmes d'embauche finalement et la mise en place de ce CPA, est-ce que c'est un frein à l'embauche par exemple? Je crois, le CPA, il est dans un monde du travail en mutation, c'est très important la formation, c'est fondamental. Bien sûr, pour tout le monde, pour les jeunes et les moins jeunes. Non, mais ça, on sera tous d'accord. Le CPA est l'assemblage du compte personnel de formation et du compte pénibilité. Mais le compte pénibilité tel qu'il existe à l'heure actuelle pose aussi un certain nombre de problèmes dans son application à certaines branches, le bâtiment, l'agriculture, et donc il y a aussi sûrement un toilettage à faire, non pas pour, je dirais, revenir purement et simplement sur le principe, mais pour le rendre opérationnel et de bon sens. Ouais. Véronique Descailles, sur ce point, effectivement, je le soulignais, le CPA, mais aussi le mandatement de représentants syndicaux dans l'entreprise, ça, ce sont des points qui coincent pour le patronat. Ça prouve bien que le patronat est dans une posture complètement politicienne, parce que qu'est-ce que c'est le CPA? C'est attacher des droits aux individus et non plus au statut pour leur permettre de les sécuriser dans leur parcours professionnel et en particulier au travers de la formation dont on a besoin, comme Nicole Bricq vient de le dire, dans une économie en mutation. Donc on ne peut pas à la fois à longueur de temps se plaindre qu'on fait une différence entre les insiders et les outsiders sur le marché du travail et ne pas soutenir l'idée du compte personnel d'activité. Précisément, c'est fait pour lutter contre cette différence et la loi d'ailleurs propose y compris de l'étendre aux travailleurs indépendants qui ne sont pas des salariés, à ceux qui travaillent sur les plateformes. De même sur le mandatement syndical, on ne peut pas à la fois dire les solutions se trouvent en proximité, elles se trouvent sur le terrain et refuser de mettre en place des dispositifs qui permettent le dialogue social justement sur le terrain au plus proche des réalités. Denis Jacquet, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est vrai qu'on a l'impression finalement que ces deux mesures, à la fois le CPA mais aussi la présence d'un représentant syndical dans l'entreprise qui ne possède pas de délégué du personnel, ça gêne ça les entrepreneurs. Est-ce que ça a un lien avec l'emploi? Mais je pense qu'un jour, il faudra qu'on arrive à comprendre dans ce pays que ceux qui créent l'emploi, c'est les petites entreprises et les très petites entreprises. Que la totalité de notre corps social, de notre modèle social, de notre législation a été bâtie sur le fonctionnement des grands groupes. Le jour où on aura passé ce cap psychologique et ce changement de logiciel, on pourra peut-être commencer à faire des choses pour l'emploi de ce pays. Pour l'instant, on reste dans cette structure de « mais c'est pas très grave d'avoir un représentant syndical qui vient de l'intérieur ». C'est vrai que c'est tellement facile la vie d'un entrepreneur de 5 ou 10 personnes qui n'arrive déjà pas à suivre le flot législatif continu qu'on nous impose depuis 30 ans. Ben non, rajoutez-lui une obligation de plus. De toute façon, il est déjà étouffé. Ou une avancée, donc pourquoi... Mais c'est pas une avancée. Pourquoi? Parce que le dialogue social dans une petite entreprise, dans une petite boîte, moi, je suis patron d'une petite boîte. Le dialogue social se fait sans qu'on ait besoin d'un chaperon extérieur. Pourquoi? Parce que quand vous avez votre meilleur commercial de l'entreprise qui risque de vous quitter, vous perdez juste votre entreprise. Cette histoire du rapport de force ou de la besoin d'une externalité pour gérer, ça n'existe pas. Quand vous avez besoin de quelqu'un qui est dans le bâtiment, d'un plombier, d'un serrurier, d'un programmeur, d'un codeur aujourd'hui, le rapport de force, il est au profit de ce salarié et en aucun cas au profit du patron. Il faut qu'on sorte de cette vision dogmatique de vite, protégeons le salarié. Il a absolument besoin de ce pauvre de protection. Non, dans une boîte de 5, 10 ou 20 personnes, qui, je le rappelle, sont 99% des boîtes françaises, nous n'avons pas besoin de ces chaperons. Ce qu'on a besoin, c'est deux choses. Un, de la flexibilité. Et deux, du chiffre d'affaires. Et non pas parce qu'on n'aime pas nos salariés et qu'on se réveille le matin en se disant « vite, je vais en virer un demain ». C'est parce qu'à un moment donné, si on a peur de ne pas avoir de chiffres et si on a peur d'embaucher, on n'embauche pas. Vous entendez ces arguments, Nicole Bricq? Et ça fonctionne tellement bien le système depuis 30 ans que le chômage augmente tous les mois, tous les ans. Il est peut-être temps de changer. Alors, Nicole Bricq, sur la présence, je les connais. Mais c'est pas ça qui fait faire du chiffre d'affaires une boîte, madame. C'est pas ça qui les empêchait d'embaucher. À l'arrivée d'un syndicalisme dans une boîte qui va lui faire faire
du chiffre d'affaires et lui payer ses factures de fin de mois. Un syndicaliste n'est rien d'autre qu'un salarié de l'entreprise qui est formé aux questions sociales, qui est aguerri aux questions d'emploi. Mettons-nous d'accord. D'abord, un petit rappel historique. Quand on a fait la deuxième loi Aubry sur les 35 heures, il y a eu le mandatement. Et ça a très bien marché. Tout le monde a joué le jeu. Bon, donc on a quand même, la loi elle date de 98, autant que je me souvienne, ça a commencé à s'appliquer 99, alors pourquoi ça coince aujourd'hui? Ça s'est très bien passé. Bon, il ne s'agit pas d'introduire quelqu'un de l'extérieur, comme vous dites. C'est un salarié de l'entreprise qui est mandaté par une organisation syndicale. C'est pas quelqu'un qui va venir faire la loi dans une entreprise qu'il connaît pas forcément, mais c'est quelqu'un qui accepte à l'intérieur de l'entreprise d'être mandaté. C'est ça, donc il n'y a pas d'ingérence. Je crois que l'entreprise qui soit mandatée par personne. Non, mais quand vous dites tous les jours on dialogue, ils sont moins formés. Là, c'est. Ils connaissent leur boîte, ça vaut toutes les formations du monde. Non, mais ils connaissent leur boîte, mais ils connaissent pas forcément. Ils connaissent pas forcément le droit. Ils connaissent pas forcément le droit du travail. Vous avez l'image que l'organisation syndicale, c'est une espèce d'organisme qui est dans la guerre économique, c'est que vous ne savez pas. Il y a de nombreuses entreprises qui effectivement n'ont pas de représentation syndicale, mais qui ont des salariés élus par leurs pairs, les délégués du personnel, les comités d'entreprise. Mais donnons-leur les moyens, effectivement, donnons-leur les moyens de pouvoir conclure un certain nombre d'accords, etc. Et comme ça, on évite de dramatiser. Je suis pour un syndicalisme obligatoire, mais en laissant chacun dans une entreprise le choix de représenter ses collègues et ses collègues puissent voter pour lui. Pourquoi? Par une organisation syndicale qui n'intéresse personne dans ce pays. Je comprends pas. Vous vous bloquez là, vous vous bloquez. Non. Alors je pense pas que ça. Très honnêtement, c'est pas le sujet. Il y a cette menace. Le nombre d'accords d'entreprise signés avec des organisations syndicales, c'est-à-dire avec des salariés formés aux questions d'emploi, aux questions sociales, qui ont permis de sauver les entreprises en signant des accords de maintien dans l'emploi, en réaménageant le temps de travail, en ayant un débat sur la stratégie de l'entreprise. Dans l'agroalimentaire en Bretagne, on a moult exemples de dialogue avec les comités d'entreprise et avec les organisations syndicales qui ont permis de réorienter les stratégies des entreprises et de les sauver. Donc arrêtez de présenter le syndicaliste comme quelqu'un qui va venir faire la guerre. Jean-Baptiste Lemoyne, non mais est-ce que c'est le sujet à un moment donné où on veut créer des emplois? Oui, pardon. J'ai une crainte quand même, c'est que justement la loi change les curseurs pour la conclusion des accords majoritaires. Donc on doit passer de 30% à l'heure actuelle, qui est requis, à 50%. Alors c'est vrai que ça peut paraître logique, 50% plus 1. Si ce n'est que atteindre des accords à 50%, peut-être qu'on n'aura pas forcément, on aura moins d'accords qu'auparavant. Et moi, j'avoue que c'est un petit sujet d'inquiétude parce que c'est vrai que le référendum qui permet de surmonter éventuellement la non-atteinte de ces 50%, il est quand même très corseté. Et peut-être qu'il faudrait élargir les conditions de faisabilité de référendum auprès des salariés pour qu'ils puissent se prononcer, soit à la demande des organisations syndicales, soit à la demande du chef d'entreprise, qui peut d'ailleurs parfois arranger les organisations syndicales, parce que c'est pas évident parfois de demander un référendum sur un sujet qui est... non mais c'est vrai. Nicole Bricq, on arrive bientôt au terme de ce débat. L'un ou l'autre. Je voudrais aussi vous faire réagir à cette menace du 49.3. On sait que le Premier ministre n'exclut pas d'avoir recours à tous les moyens constitutionnels pour faire adopter cette loi. C'est vrai que ça a certainement aussi pesé dans la décision du MEDEF de reporter sa décision à jeudi. Il n'y aura pas de débat donc sur cette loi, c'est ce que vous pensez? Écoutez, actuellement, il y en a un, en tout cas. Mais c'est un débat, moi je l'ai regardé la semaine dernière et encore avant de venir à l'émission, c'est un débat de posture. Ça devient une caricature. Bon, je crois que ce serait vraiment dommage d'utiliser le 49.3 en début de texte, parce que je rappelle que sur la loi dite Macron, tous les articles avaient été votés. C'est à la fin, le gouvernement n'étant pas sûr de la majorité, qui se jouait à quelques voix près. Donc c'est tout à fait différent. Bon, ce serait vraiment dommage. Et moi, je le dis, on se prive vraiment d'une innovation sociale majeure au travers du CPA et d'une construction d'une nouvelle norme sociale en regardant les accords au plus près des salariés, de l'entreprise, de la vie finalement. Si ce texte est adopté par les députés, ce serait épouvantable. Surtout que si j'ai bien compris, nous reprendrons
On n'a pas le problème du 49.3. Non, nous, il n'y a pas de 49.3. Alors, on aura tout le temps, tout le temps qu'on veut. Oui, mais j'espère. Je crains que les postures que j'ai vues Ça va à quand même peser et amputer le débat ici au Sénat si le texte est adopté. Députés de droite soient les mêmes au Sénat. Ça m'ennuierait. Vous connaissez cette maison mieux que moi. Vous connaissez cette maison mieux que moi. Vous savez qu'on a à cœur d'y bien travailler. Mais moi, effectivement, quand je vois, nous sommes lundi, 17h. À l'Assemblée nationale, il n'y a pas de majorité aujourd'hui là pour voter l'article 1. Ça veut dire qu'il y a des suspensions de séance parce que les députés socialistes traînent des pieds. Ça veut dire qu'en réalité, on est à l'article 1, on en examine les premières dizaines d'amendements. Donc on voit bien que manifestement, le texte ne convient pas à sa majorité. Et malheureusement, il y a eu tellement de zig et de zag qu'il n'y a plus de majorité trouvable. Voilà, donc le 49.3, pareil, inévitable. Véronique Descaques, sur cette menace du 49.3, en tant que membre de la CFDT, elle ne nous concerne pas vraiment. Oui, c'est une question qui concerne le gouvernement et ses relations avec ses parlementaires. Mais c'est vrai que c'est dommage que sur un texte qui, à mon avis, est important, il ne puisse pas y avoir des gens de bonne volonté qui se rassemblent sur l'intérêt des dispositions qui sont dans ce texte. C'était prévu par notre République. Il y a des moments où certains conservatismes doivent s'effacer devant des règles un peu brutales. Et je pense que sur une loi qui a un enjeu, 49.3, c'était prévu. C'est pas antidémocratique, donc utilisons-le si ça permet d'aller plus vite. Je suis pour l'utilisation de tous les outils constitutionnels, mais je préférerais que ce soit à la fin. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Il est 17h30 sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. La France accusée de discriminer les étrangers qui vivent sur son territoire. Dans un rapport publié aujourd'hui, Jacques Toubon, le défenseur des droits, s'alarme de cette situation alors qu'il considère le traitement des étrangers comme un marqueur essentiel des droits de l'homme. Il répond à nos questions dans un instant. Un nouveau plan pour lutter contre la radicalisation avec la création d'un centre de réinsertion par région. L'État veut professionnaliser le suivi des personnes signalées alors que le Sénat mène une mission sur le désendoctrinement, décryptage et analyse avec nos invités. François Hollande en visite très politique à Rungis à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle halle bio du marché international. Le chef de l'État a reconnu qu'il pouvait être insupportable de l'entendre dire que ça va mieux quand il y a encore tant de difficultés, tout en revendiquant cette formule. Vous l'entendrez dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi jusqu'à 18h30, Tam Tranui en direct de la salle des conférences. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Le gouvernement sonne la mobilisation générale contre le djihadisme avec 80 mesures supplémentaires dévoilées aujourd'hui. Manuel Valls tente de donner de la cohérence à la lutte contre la radicalisation avec notamment la création d'un centre de réinsertion par région. On écoute le Premier ministre. Le premier centre de prise en charge des personnes radicalisées avec hébergement de longue durée, un centre de citoyenneté et de réinsertion sera mis en place cet été. Les premiers accueillis pourront être des repentis dont nous éprouverons la sincérité et la volonté de réinsertion dans la durée. Parce que la radicalisation concerne tout le territoire national. Je demande au préfet que d'ici la fin 2017, un établissement de cette nature soit créé dans chaque région. Au moins la moitié accueilleront, à la demande de l'autorité judiciaire, des personnes qui ne peuvent être placées en détention. Et l'État souhaite nouer un partenariat beaucoup plus actif avec les collectivités territoriales. La démission de Denis Baupin. Ce matin, l'élu écologiste de Paris a quitté sous la pression la vice-présidence de l'Assemblée nationale après la publication par Mediapart et France Inter de témoignages de 8 femmes qui disent avoir été victimes d'agressions et de harcèlement sexuel de sa part. Quentin Calmy. Ce sont des textos grossiers, des gestes déplacés ou encore des remarques inappropriées dont plusieurs élus auraient fait l'objet au sein du parti écologiste. Un harcèlement de la part de Denis Baupin, qu'elles sont plusieurs à dénoncer ouvertement aujourd'hui. La porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, ou encore la députée Isabelle Attard, toutes dénoncent des gestes déplacés, des rumeurs dont ses collègues écologistes avaient déjà entendu parler. Je pensais que c'était un mélange de racontard et voilà, de commérage. Enfin, je n'étais pas très sûre parce que moi, je ne connais pas l'histoire du parti. Je suis venue tard dans ce parti. Mais on disait, on m'avait même dit, un socialiste un jour m'avait dit, avec les casseroles qu'il a, il ne sera pas ministre. Aujourd'hui, la sénatrice se félicite que la parole se soit libérée. Le prix à payer de la prise de parole, de la déclaration de ce genre de choses est très lourd. Il faut aussi le dire. Toutes ces femmes qui se taisent, c'est aussi parce qu'elles savent
qu'il y a un prix élevé à payer. Dans l'après-midi, le député écologiste a répondu par l'intermédiaire de ses avocats. Il conteste fondamentalement l'idée de harcèlement sexuel et plus encore d'agression sexuelle, lesquelles lui sont totalement étrangers. En parallèle, il a accepté de démissionner de la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Il envisage de porter plainte pour diffamation. Des accusations qui ébranlent encore un peu plus le camp écologiste, déjà au bord de l'implosion depuis plusieurs mois, car Denis Baupin est marié à la ministre du Logement Emma Cosse, ancienne secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts. Le MEDEF sur le point de reporter son ultimatum. Le 19 avril dernier, l'organisation patronale durcissait le ton, menaçant de se retirer de la négociation unédique si elle n'obtenait pas le retrait de certains points de la loi El Khomri. Mais face au manque de visibilité sur le projet de loi travail, le MEDEF pourrait revenir sur sa décision. Sophie Normand-Couturier. L'ultimatum est lancé au gouvernement le 19 avril dernier. Le président du MEDEF demande alors un projet de loi travail profondément corrigé. Nous avons atteint aujourd'hui notre point de rupture. Si rien ne bouge rapidement sur ce texte dans les 3 semaines qui viennent, nous en tirerons les conséquences et le gouvernement et les députés récolteront ce qu'ils auront semé. Le MEDEF menace de quitter la table de négociation sur l'assurance chômage. Menace aussitôt dénoncée par le Premier ministre. Je regrette cette méthode qui consiste à poser des ultimatums. Prendre en otage la négociation de l'assurance chômage, c'est-à-dire sur le revenu de ceux qui ont perdu un emploi, c'est, je crois, honnêtement, ne pas être à la hauteur de la responsabilité en tant que partenaire social. L'organisation demande la levée de ce qu'elle considère comme 3 obstacles fondamentaux. La surtaxation des CDD, le compte personnel d'activité, ainsi que le mandatement syndical pour les petites entreprises sans représentation du personnel. Un haussement de ton de la part de Pierre Gattaz, jusque-là plutôt mesuré, qui a tenté de répondre à une véritable fronde interne menée notamment par les fédérations du bâtiment, des assurances, de la banque ou encore du commerce. Mais tous au sein de l'organisation patronale ne partagent pas cette contestation. Difficile pour le MEDEF de se faire le porte-voix d'un tissu d'entreprises variées aux intérêts parfois divergents. Et on va tout de suite retrouver Tam Tranu en direct de la salle des conférences du Sénat pour une réaction à cet ultimatum lancé par le MEDEF au gouvernement avec la sénatrice Catherine Procaccia. C'est à vous, Tam. Oui, Catherine Procaccia, le MEDEF a donc menacé de se retirer de la négociation de l'assurance chômage s'il n'obtenait pas gain de cause sur le projet de loi travail. Alors déjà, sur la méthode, est-ce que vous approuvez cette démarche d'ultimatum ? C'est plutôt l'ultimatum, oui, qu'on demande au gouvernement de bouger. Mais la démarche, parce que l'assurance chômage, c'est une négociation entre partenaires sociaux, et la loi El Khomri, c'est ce qui va être voté par le Parlement. Donc je l'avoue, un petit peu de difficulté à comprendre le mélange des genres entre vous. L'un avec l'autre. Certes, le gouvernement pourra toujours intervenir sur l'assurance chômage si les négociations entre les partenaires sociaux n'aboutissent pas, mais le lien direct... Sur le moment, j'ai un peu de mal à le comprendre. Par contre, l'exaspération du MEDEF et particulièrement des petites entreprises, je la conçois et je l'entends à 100%. Mais est-ce que ça justifie ce que Manuel Valls a qualifié de prise d'otage ? Je pense qu'il n'est pas dans la mesure, comme le mot ultimatum n'est pas non plus dans la mesure. C'est quand même surprenant puisqu'on est sur des textes qui sont censés être des textes de dialogue et de négociation, que d'un côté comme de l'autre, on utilise des mots qui ne sont absolument pas, des termes qui ne sont pas du tout des termes de négociation. Alors a priori, le MEDEF reculerait car le texte reste flou, c'est ce qu'il dit. Alors est-ce que les partenaires sociaux, et ça je parle du MEDEF, du patronat comme des syndicats, ne sont pas allés finalement un peu vite, soit à rejeter directement, soit à se réjouir directement, alors que le texte finalement n'est pas abouti et justement il est en train d'être débattu au Parlement ? Peut-être, mais le gouvernement avait l'air d'être très sûr de lui quand il nous a proposé le texte de loi. Moi, demeure persuadée qu'il était rapporteur du texte sur le dialogue social, que le dialogue social tel qu'il était prévu et par la loi Archer et après par les gouvernements socialistes n'ont pas été mis en vigueur. Il n'y a pas eu suffisamment de discussion, simplement une information. Cette étape les textes préalable, précédents n'ont pas été appliqués déjà. Ce texte-là, sur ce projet de loi, la méthode n'a pas été appliquée parce que il y a quand même peu de temps, il y avait la loi Rebsamen. Sur la loi Rebsamen, il y a eu un certain nombre d'avancées.
il y a eu aussi d'autres des reculades, mais il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises sans aboutir à ces crises incroyables que l'on voit sur le texte El Khomri, que ce soit dans la rue, que ce soit du côté du gouvernement ou que ce soit du côté des frondeurs ou du côté du patronat. Alors comment vous expliquez cette crispation très importante? Je pense que la crispation, elle provient du fait que les entreprises ne comprennent absolument plus. On leur a dit bleu un jour et on leur dit noir le lendemain, entre un certain nombre de dispositions qui devaient les aider et simplifier le code du travail et le fonctionnement. Là, on aboutit à l'inverse. Je vois le problème du mandatement pour les petites entreprises, mais pourquoi introduire des délégués syndicaux, une négociation avec des organisations syndicales qui n'existent pas dans l'entreprise, alors que la petite entreprise pouvait négocier avec des délégués jusqu'à présent, mais simplement, ce n'était pas des syndicats. Là, je trouve qu'on donne un poids aux syndicats, et en particulier dans les toutes petites entreprises, qui est considérable et qui, en plus, ne fonctionnera pas. Donc, qu'il y ait cette crispation, que ce soit ça ou que ce soit la taxation des CDD. Mais la taxation des CDD, on l'a taxée en 2013. On a vu un changement sur l'emploi? Absolument pas. Et on a bien été contraint de revenir sur cette taxation systématique des CDD. Je pense aux parcs d'attractions. Attendez, les parcs d'attractions, ils ne vont pas employer des gens à temps plein toute l'année. On dit que vous êtes sur la même ligne que le MEDEF dans ses critiques. Je ne suis pas sur la même ligne que le MEDEF sur les critiques, parce qu'il y a un certain nombre d'avancées, mais sur ces points-là, et en particulier cette taxation des CDD, qui est sortie du chapeau de Manuel Valls pour faire plaisir à la Nuit debout et autres, alors que c'est contraire vraiment à l'emploi et aux besoins de l'emploi, et ça ne changera rien. Au contraire, ça va aggraver le chômage. Là-dessus et sur le mandatement, je suis complètement sur la ligne, non pas du MEDEF, mais des discussions que nous avions déjà eues l'année dernière dans le cadre de la loi Rebsamen. Donc là-dessus, il n'y a rien de nouveau. Catherine Procaccia, Manuel Valls n'exclut plus d'avoir recours au 49.3. C'est après tout pour lui, je le cite, un moyen constitutionnel. Il aurait peur de s'en priver? Je trouve ça effarant. Effarant que deux textes comme Macron ou maintenant comme la loi sur le travail passent par le 49.3. On parle même de vote bloqué. Mais c'est ça la façon dont la majorité gouvernementale entend discuter avec le Parlement et avec sa majorité. Mais c'est énorme. Je veux dire, moi je suis, en tant que parlementaire, scandalisée, même si nous, au Sénat, on pourra débattre du texte comme on l'entend, on n'a pas de 49.3, mais je serais parlementaire de droite comme de gauche, je serais complètement scandalisée de se dire qu'une nouvelle fois, on ne va pas nous laisser le temps de débattre et le temps de la discussion, alors que le Parlement est censé être là pour améliorer le texte, même si je ne suis pas persuadée que les députés veulent vraiment améliorer le texte. Merci beaucoup Catherine Procaccia d'avoir répondu à nos questions. Et pour l'instant, le projet de loi travail est encore discuté à l'Assemblée nationale où il y a plus de 5000 amendements à débattre. Merci beaucoup Tam. François Hollande assure ne pas être en campagne et pourtant ce matin en inaugurant la nouvelle halle bio du marché international de Rungis, le chef de l'État a reconnu qu'il pouvait être insupportable, je cite, de l'entendre dire que ça va mieux tout en revendiquant cette formule. On l'écoute. Quand je dis que ça va mieux, j'en trouve toujours qui me disent que ce n'est pas le cas pour eux. Et c'est vrai. Et c'est tout à fait insupportable même d'entendre, y compris le président de la République, pas ce soir, pas ce matin pour vous, mais dire que ça va mieux quand il y a encore tant de difficultés. Mais si nous n'avons pas une vision de notre propre destin, si nous ne sommes pas capables de nous emmener nous-mêmes vers un certain nombre de directions, si nous n'avons pas confiance dans notre propre capacité de réussite, mais qui pourra nous donner l'encouragement nécessaire ? La France discrimine-t-elle ses étrangers? Dans un rapport publié aujourd'hui, Jacques Toubon, le défenseur des droits, dénonce une série d'atteintes aux droits fondamentaux, école, famille ou encore soins. Les explications de Sandra Cerquera. À l'heure de la crise des réfugiés, le défenseur des droits publie un rapport choc qui dénonce un à un les obstacles empêchant l'accès des étrangers aux droits fondamentaux. C'est ce que Jacques Toubon appelle la logique de suspicion. 3 points ont retenu son attention. Le premier, il y a atteinte aux droits dans la délivrance des papiers par les préfectures.
Exemple mentionné dans le rapport, les cartes de résident d'une durée de 10 ans, garantie de l'accès au logement et à l'emploi, sont délivrées au compte-gouttes, au profit de cartes de séjour d'1 an ou de simple autorisation de 6 mois. Deuxième sujet évoqué, le sort réservé aux étrangers malades, avec des obstacles de plus en plus fréquents à l'admission au séjour pour soins. On voit une plus grande complexité qui est là, beaucoup plus de demandes de papiers, alors qui n'ont pas prévu par la loi, qui sont demandées aux personnes étrangères. Et du coup, ça, largement, ça contribue à rendre difficile leur accès aux soins, alors que c'est un droit. Enfin, et dénoncer le traitement des mineurs étrangers. Ils sont de plus en plus nombreux à être placés en centre de rétention avec le reste de leur famille. Une pratique un temps proscrite au motif qu'un enfant ne peut être privé de liberté à cause du statut ou des agissements de ses parents. Droit des étrangers, instauration d'un état d'urgence permanent, protection des lanceurs d'alerte. Jacques Toubon, défenseur des droits, est l'invité de Sénat 360. Il répond aujourd'hui aux questions de Mickaël Zamès. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Jacques Toubon. Bonjour. J'ai votre rapport sous les yeux. On a l'impression, et vous aussi, on a l'impression que Ce n'est qu'une synthèse. Hein. Ouais, le vrai rapport fait près de 305 pages. Est-ce que c'est vrai que le rapport aux étrangers a changé en France? Oui. Ce que je décris en relevant de manière très détaillée, à travers les réclamations que je reçois, c'est-à-dire les questions que je traite tous les jours, hein, très concrètes, tout ce que je relève sont des questions de droit, bien entendu. Et c'est ce que j'essaye de démontrer, c'est en gros comment, entre la proclamation des droits et leur application, il y a un hiatus, une distance de plus en plus grande, et que ceci me paraît compromettre l'application par la France des droits universels. Mais je crois que si cela se produit, ce n'est pas l'initiative d'un fonctionnaire isolé, ce n'est pas même, je dirais, la politique d'un gouvernement, celui-ci ou d'autres avant. Je pense que ça relève d'un climat, ça relève de ce que j'appelle l'agenda unique. Aujourd'hui... Qu'est-ce que ça veut dire l'agenda? L'agenda unique, ça veut dire qu'aujourd'hui, la question de l'identité, la question du problème identitaire est devenue l'alpha et l'oméga de l'extrême droite qu'il a lancé à l'extrême gauche. Et il est clair que quand j'entends le Premier ministre actuel, M. Valls, il y a un mois par exemple, dire « mais la question identitaire, il faudra la traiter au moment des présidentielles ». Quand j'entends son prédécesseur, Édouard Balladur, un homme d'une grande humanité, d'une grande expérience, d'une grande pondération, dire « la question de l'identité sera au centre de l'élection présidentielle », je dis que nous sommes aujourd'hui en train de nous tromper totalement de perspective. Donc Manuel Valls a tort de dire cela aujourd'hui? Mais je pense qu'il a tort sur un plan politique, parce que je pense qu'il y a des échéances, mais ça c'est pas mon travail, il y a des échéances en matière sociale, en matière économique, qui sont, à mon avis, prioritaires par rapport à celle-là. Mais surtout, cette prise de position, cet agenda unique de l'identité, fait qu'en réalité, il n'y a plus aujourd'hui qu'une chose à faire, distinguer entre nationaux et étrangers, au mépris des principes, car je rappelle que, il ne faut jamais oublier que l'État est souverain, et il peut faire des règles différentes, c'est vrai, quand il s'agit de l'entrée, du séjour, de l'éloignement voilà, vous faites des cette étrangers. distinction, on est bien d'accord. C'est très bien. Que les lois soient trop restrictives aujourd'hui, je le dénonce. Mais, quand il s'agit des droits fondamentaux, des droits sociaux, des droits à la santé, des droits à l'éducation, dont on vient de parler, par exemple. Là, les droits sont universels et on ne peut pas distinguer entre nationaux et étrangers. Et c'est malheureusement ce qui se fait aujourd'hui et ce que j'essaye d'expliquer de manière extrêmement concrète. Mon but, il n'est pas de dénoncer tel ou tel. Mon but, il est pédagogique. Il est d'essayer de dire, si vous ne prenez pas aujourd'hui en compte la situation des étrangers, si vous ne reconnaissez pas leurs droits, si vous ne les appliquez pas, eh bien, vous mettez en cause de manière générale les droits de l'homme. Jacques Toubon, on va revenir sur les cas très particuliers dans un instant. Simplement, je veux rester sur les valeurs, parce que vous parliez à l'instant de ces valeurs, et notamment de cette République, peut-être, qui pourrait être en danger du fait de mettre sur la table cette discussion aujourd'hui sur ces valeurs républicaines. Le Front National, par exemple, fait d'un mot ou d'une phrase cette préférence nationale. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les Français, c'est rentré dans l'état d'esprit des Français, ça? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en vous disant qu'on était à l'ère de l'agenda unique.
agenda unique, à mon avis, de l'ensemble du discours politique et naturellement de l'opinion publique. L'idée est que l'idée qui se voit... On est en train d'opposer les Français les uns aux autres? Oui, l'idée est de se dire qu'il est après tout légitime de faire des différences. Or, sur quoi est-ce qu'est fondée la République? Mais sur l'égalité. Je suis venu le dire ici même, il y a 2 ou 3 mois, lorsque il s'agissait de la déchéance de nationalité. Absolument. Eh bien, nous sommes sur le même type de sujet. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes capables de mettre en cause nos principes, celui de l'égalité, ou certaines de nos libertés, par exemple, à travers l'état d'urgence, ou est-ce que nous pensons que la meilleure arme des démocraties, dans le contexte d'aujourd'hui, devant l'afflux des étrangers, des réfugiés, devant le péril terroriste, est-ce que la meilleure arme de la démocratie, ce ne sont pas et les libertés et l'égalité pour tous? Et ces valeurs, donc, vous prenez aujourd'hui, elles sont en danger selon vous? J'ai choisi ce sujet des droits fondamentaux des étrangers parce que depuis 1 an à peu près, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas en France. On a l'impression que les droits universels, ils doivent se chipoter en quelque sorte. Il y en a pour lesquels ils sont à 100%. Et d'autres seulement, eh bien, ceux qu'on appelle les Français, ceux qu'on qualifie de vrais Français. Et pas les autres. Ce sont les étrangers. Ce sont les étrangers. Oui. Mais c'est aussi, vous le savez de plus en plus, les immigrés. Il y a en France 5 millions de Français qui sont d'origine immigrée et qui sont Français à égalité avec les autres. C'est une situation qui est mise en cause. 25% des personnes qui vivent dans notre pays, des Français, sont d'origine à la 3e génération immigrée. La France, la nation, a été créée par tous ces apports. On ne va pas aujourd'hui, d'un seul coup, nier ce qui est, comme je le dis dans mon rapport, consubstantiel à la nation et à la République. Alors ce n'est pas qu'une question de sémantique, quand on parle d'étrangers, de migrants, de réfugiés par exemple. Là, il y a des distinctions qu'il faut faire aussi en termes de droit ou pas? Aujourd'hui, le mot migrant est devenu péjoratif, alors que c'est le mot qui a toujours été employé, par exemple, par les sociologues, pour qualifier les personnes qui étaient en mouvement. Bon, et il y avait des émigrés, il y avait alors, si c'est devenu péjoratif aujourd'hui, quel terme il faut employer alors pour que ça ne soit pas péjoratif? Moi, je pense qu'il faut continuer à employer le mot migrant, mais il faut l'employer dans un beau mot, dans un bon sens. Et il ne faut pas, notamment, le coller systématiquement avec le mot crise, comme si, dans l'opinion publique, crise des migrants, c'était ce qui résume toute la situation. Ce qui résume, ce sont les images que l'on voit sur toutes les télévisions. Bien sûr, mais là aussi, je me permets de vous le dire, il y a un travail à faire de la part des médias. C'est d'expliquer que tout n'est pas dans tout. Il y a des migrants de manière générale. Certains peuvent bénéficier de protection parce qu'ils seront peut-être demain admis au droit d'asile et réfugiés. D'autres, au contraire, sont des travailleurs migrants. Les troisièmes sont ce que aujourd'hui on appelle les migrants économiques. Et on a l'air de dire, cela on n'en veut pas. Mais je rappelle que l'Europe, l'Amérique, la France en particulier, nous avons été construits par ces migrants économiques dont on dit aujourd'hui qu'il faut les rejeter. Et alors concrètement, Jacques Toubon, comment ça se passe sur le terrain? Quelles sont les demandes que vous recevez, vous, les gens qui viennent vous voir? C'est quoi? C'est un accès aux soins, à l'éducation? C'est quelqu'un, par exemple... C'est un manque d'accès à tout, finalement. Je cite souvent un cas qui a peut-être été celui qui a, chez moi, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui m'a conduit, il y a à peu près 1 an, à décider de demander à mon équipe de réaliser ce rapport sur les droits fondamentaux des étrangers. On m'a cité le cas de femmes étrangères qui vont dans une consultation d'orthogénie dans un hôpital. Elles sont enceintes et elles voudraient une IVG. Elles sont encore dans le délai des 12 semaines, donc elles peuvent l'obtenir. Et puis, on leur donne un rendez-vous pour qu'elles reviennent pour pratiquer l'intervention. Oui, mais le problème, c'est qu'on leur donne une date au-delà des 12 semaines. Et là, elles ne peuvent plus avoir le droit à l'IVG. Et ce sont
des méthodes de ce genre qui grignotent en quelque sorte les droits qui sont ceux des étrangers et des étrangères. Je parlais de la santé, mais on peut en dire autant d'un droit absolument essentiel, c'est le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation est un des droits fondamentaux des enfants à travers le monde. Et alors ce droit, il est bafoué aujourd'hui ? Il est mis en cause, par exemple, par les mères qui refusent d'inscrire à l'école les enfants qui vivent dans des campements roms. Or, ces enfants, comme tous les autres, à l'âge de 6 ans, ils doivent être scolarisés. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut obliger les mères à les inscrire. Il faut faire ce que je fais, je me bats, dénoncer. Et j'arrive dans beaucoup de cas à obtenir satisfaction. Mais le préfet peut aussi, dans ces cas-là, se substituer aux maires pour inscrire obligatoirement les enfants à l'école. Quelque part, il y a de la peur, il y a un manque de volonté politique. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a un blocage. Quand je parlais d'un agenda unique tout à l'heure, je disais qu'il était fixé sur l'idée d'identité. Mais ça repose sur des sentiments qui sont les sentiments de peur, la nécessité de la protection, ce sentiment qu'on a trop répandu du déclin, qui est en réalité une chose vieille comme le monde. À toutes les époques, il y a eu des moments où un pays comme le nôtre, ou toute autre société, a dit attention, plus rien ne va aller, tous aux abris. C'est certainement pas comme ça que les choses iront mieux. Ce que vous voulez dire, si je comprends bien, c'est que le déclin entraîne cette forme de pessimisme, cette forme de rejet de l'autre. Et ajouter à quelque chose qui est objectif, il faut le reconnaître, c'est la menace terroriste, c'est les 140 morts du mois de novembre, c'est les 9 morts du mois de janvier 2015, ces crimes abominables commis par les terroristes qui provoquent, je dirais de manière légitime, dans l'opinion publique, une réaction de sidération. Mais je ne pense pas qu'on peut construire, et en particulier une politique de droits de l'homme, une politique de droits universels qui est l'apanage de la République française. On ne peut pas la construire sur la peur. Alors, on va passer à un autre sujet. Dans peu de temps, les parlements, Assemblée nationale et Sénat vont se pencher sur la prolongation de l'état d'urgence. Ce matin, nous recevions sur ce plateau Eva Joly, ancienne juge d'instruction que vous connaissez certainement. Écoutez son sentiment sur l'état d'urgence, puis après je vous interrogerai également. Je pense que l'état d'urgence doit être exceptionnel. Et d'ailleurs, il n'y a plus de perquisition administrative, j'en prends acte. Mais je ne vois pas pourquoi on fait régner un état légal exceptionnel, pourquoi on se méfie des juges. Lorsqu'on instaure un état d'exception, c'est qu'on change le régime légal. C'est ce qu'on fait avec l'état d'exception. C'est-à-dire qu'on transfère le pouvoir qui normalement revient au juge, on le transfère à l'autorité administrative. Et donc ça, c'est une anomalie. Anomalie, dit Eva Joly. Vous diriez la même chose aujourd'hui ? Je pense que je peux tout à fait partager le sentiment qui m'est exprimé par Eva Joly, parce que je dirais qu'il y a 3 situations. Il y a l'état d'urgence comme celui qui a été proclamé au lendemain des attentats du 13 novembre et qui pouvait être justifié par la situation, la nécessité de réagir très vite et très fortement avec les moyens que peut donner l'état d'urgence. Bien. Mais c'est un état d'exception avec un début et une fin. La deuxième situation, qui pose déjà beaucoup plus de problèmes, c'est celle que dénonce Eva Joly, c'est-à-dire celle dans laquelle l'état d'exception, au lieu d'avoir un début et une fin, se prolonge indéfiniment. Et donc, les mesures exceptionnelles de l'état d'urgence, comme par exemple la police administrative, les pouvoirs de la police administrative, deviennent en quelque sorte monnaie courante. Et la troisième situation, qui est à mon avis la pire, c'est celle que nous allons connaître. Si des lois qui sont actuellement discutées dans cette maison ou à l'Assemblée, notamment la loi pénale, qui a été présentée, qui a été adoptée, qui va aller en commission mixte paritaire, et qui prévoit de donner à l'autorité administrative, à la police administrative, des pouvoirs exorbitants, rentre en vigueur. Parce qu'à ce moment-là, en dehors même de l'état d'exception, nous aurons un droit commun qui sera, j'ai déjà essayé d'expliquer ça, inférieur à l'état de droit que nous a légué la République. Et je crains que, en nous habituant d'une certaine façon à l'état d'urgence, nous entrions dans ce droit commun de restriction des libertés. C'est en ça que c'est
une question préoccupante. L'opportunité de l'état d'urgence, bien entendu, c'est au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur de décider si, à cause de l'euro par exemple, il faut le laisser. Moi, je ne vais pas discuter ça, mais je discute des conséquences que ça a sur l'état de droit en France, et je pense que ces conséquences peuvent être inquiétantes. Conséquences inquiétantes également, mais comment on en sort? Parce que cette loi, elle sera votée par le Parlement, vous l'avez dit vous-même, l'état d'urgence, il peut être encore prolongé. En une minute, qu'est-ce qu'on va faire pour sortir de cet état d'urgence? Du courage politique, mais ça, c'est pas le boulot du défenseur des droits, mais simplement essayer d'écouter ceux qui expliquent que ce gouvernement, comme aucun autre, ce Parlement comme aucun autre, ce président de la République comme aucun autre, ne doit prendre le risque de porter atteinte à l'héritage des libertés que nous avons mis 200 ans à construire dans la République. Et cet héritage, aujourd'hui, il est en danger? Oui. À l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons, l'héritage est en danger. Regardez les textes que nous prenons et la manière dont nous les appliquons. J'ai été saisi 82 fois à la suite des mesures de l'état d'urgence. Je vais probablement rendre un certain nombre de décisions prochainement. On verra ce qu'il en est, mais de manière... Vous avez déjà pris vos décisions? Non, pas encore. Non, je suis en train d'instruire. Oui. Mais de manière plus générale, quand vous mettez dans ces textes la rétention administrative de 4 heures, quand vous mettez l'usage des armes, je dirais de manière libre pour les forces de sécurité, quand vous mettez le contrôle administratif pour toute personne qui a voyagé au Moyen-Orient, vous êtes dans ce que j'ai eu l'occasion de dire, on entre dans l'ère des suspects. Merci beaucoup, Jacques Toubon, défenseur des droits et auteur de ce rapport, les droits fondamentaux des étrangers en France. Merci d'avoir été l'invité de Public Sénat. Merci beaucoup, Mickaël. Il est 18h sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Un nouveau plan pour lutter contre la radicalisation avec la création d'un centre de réinsertion par région. L'État veut professionnaliser le suivi des personnes signalées, alors que le Sénat mène une mission sur le désendoctrinement, décryptage et analyse avec nos invités. Le MEDEF reporte sa décision de se retirer des négociations de l'assurance chômage. Il avait lancé un ultimatum au gouvernement, exigeant de l'exécutif le retrait de 3 points de crispation, dont la taxation des CDD. Démission de Denis Baupin de la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Accusé de harcèlement sexuel, le député écologiste a quitté son poste ce matin. Parlant d'allégations mensongères, il conteste les faits. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Je vous le disais donc en titre, le MEDEF a décidé de reporter son ultimatum. Le 19 avril dernier, l'organisation patronale avait durci le ton, menaçant de se retirer de la négociation UNEDIC si elle n'obtenait pas le retrait de certains points de la loi El Khomri. Mais face au manque de visibilité sur le projet de loi travail, le MEDEF est revenu sur sa décision. Sophie Normand-Couturier. L'ultimatum est lancé au gouvernement le 19 avril dernier. Le président du MEDEF demande alors un projet de loi travail profondément corrigé. Nous avons atteint aujourd'hui notre point de rupture. Si rien ne bouge rapidement sur ce texte dans les 3 semaines qui viennent, nous en tirerons les conséquences et le gouvernement et les députés récolteront ce qu'ils auront semé. Le MEDEF menace de quitter la table de négociation sur l'assurance chômage. Menace aussitôt dénoncée par le Premier ministre. Je regrette ces méthodes qui consistent à poser des ultimatums. Prendre en otage la négociation de l'assurance chômage, c'est-à-dire sur le revenu de ceux qui ont perdu un emploi, c'est, je crois, honnêtement, ne pas être à la hauteur de la responsabilité en tant que partenaire social. L'organisation demande la levée de ce qu'elle considère comme 3 obstacles fondamentaux. La surtaxation des CDD, le compte personnel d'activité, ainsi que le mandatement syndical pour les petites entreprises sans représentation du personnel. Un haussement de ton de la part de Pierre Gattaz, jusque-là plutôt mesuré, qui a tenté de répondre à une véritable fronde interne menée notamment par les fédérations du bâtiment, des assurances, de la banque ou encore du commerce. Mais tous au sein de l'organisation patronale ne partagent pas cette contestation. Difficile pour le MEDEF de se faire le porte-voix d'un tissu d'entreprises variées aux intérêts parfois divergents. Et puis à noter qu'à l'Assemblée nationale, le gouvernement a annoncé qu'il reportait les votes sur les amendements jusqu'à nouvel ordre. La démission de Denis Baupin ce matin, l'élu écologiste de Paris a quitté sous la pression la vice-présidence de l'Assemblée nationale après la publication par Mediapart et France Inter de témoignages de 8 femmes qui disent avoir été victimes d'agressions et de harcèlement sexuel de sa part. Quentin Calmy.
Ce sont des textos grossiers, des gestes déplacés ou encore des remarques inappropriées dont plusieurs élus auraient fait l'objet au sein du parti écologiste. Un harcèlement de la part de Denis Baupin, qu'elles sont plusieurs à dénoncer ouvertement aujourd'hui. La porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, ou encore la députée Isabelle Attard, toutes dénoncent des gestes déplacés, des rumeurs dont ses collègues écologistes avaient déjà entendu parler. Je pensais que c'était un mélange de racontard et voilà, de commérage. Enfin, je n'étais pas très sûre parce que moi, je ne connais pas l'histoire du parti. Je suis venue tard dans ce parti. Mais on disait, on m'avait même dit, un socialiste un jour m'avait dit, avec les casseroles qu'il a, il ne sera pas ministre. Aujourd'hui, la sénatrice se félicite que la parole se soit libérée. Le prix à payer de la prise de parole, de la déclaration de ce genre de choses est très lourd. Il faut aussi le dire. Toutes ces femmes qui se taisent, c'est aussi parce qu'elles savent qu'il y a un prix élevé à payer. Dans l'après-midi, le député écologiste a répondu par l'intermédiaire de ses avocats. Il conteste fondamentalement l'idée de harcèlement sexuel et plus encore d'agression sexuelle, lesquelles lui sont totalement étrangers. En parallèle, il a accepté de démissionner de la vice-présidence de l'Assemblée nationale, mais envisage de porter plainte pour diffamation. Des accusations qui ébranlent un camp écologiste déjà au bord de l'implosion depuis plusieurs mois, car Denis Baupin est marié à la ministre du Logement Emmanuelle Cos, ancienne secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Le gouvernement sonne la mobilisation générale contre le djihadisme avec 80 mesures supplémentaires dévoilées aujourd'hui. Manuel Valls tente de donner de la cohérence à la lutte contre la radicalisation. Flora Sauvage. Des enseignants mieux formés, des clubs de sport plus contrôlés. Le Premier ministre Manuel Valls a dévoilé ce matin 80 mesures pour lutter contre la radicalisation et le terrorisme. Chaque époque a ses défis. La lutte contre le djihadisme est sans doute le grand défi de notre génération. Et pour mieux détecter les signes de radicalisation, le gouvernement va doubler les capacités de prise en charge des jeunes concernés. Le plan gouvernemental prévoit une enveloppe de 40 millions d'euros supplémentaires en 2 ans. Autre mesure annoncée ce matin, la création d'un centre de réinsertion et de citoyenneté dans chaque région d'ici à fin 2017 pour les jeunes radicalisés repentis. La première structure de ce type devrait ouvrir cet été en Indre-et-Loire. L'objectif de ces centres d'hébergement est d'endiguer la vague de départ des candidats au djihad. Enfin, un conseil scientifique permanent sur la radicalisation et le terrorisme va voir le jour. Le but, coordonner un réseau de recherche et renforcer les liens entre les chercheurs et les fonctionnaires de l'antiterrorisme. Actuellement, 1600 jeunes font l'objet d'un accompagnement selon le gouvernement. L'objectif est d'atteindre 3600 personnes dans 2 ans. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Wissa Kies, bonjour. Vous êtes directrice du cabinet de conseil sociologique et vous avez travaillé sur ces questions de processus de radicalisation religieuse, notamment en prison. Vous allez nous en dire un mot dans un instant avec nous également sur ce plateau. Maître Daniel Fellouz, bonjour. Vous êtes avocat spécialisé sur la question des djihadistes et de leur défense. Merci d'être avec nous. Et Jean-Pierre Sueur, bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste du Loiret et vous étiez le rapporteur de la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Première question pour vous, d'ailleurs, Jean-Pierre Sueur. On a entendu le gouvernement avouer finalement qu'il avait tâtonné dans la lutte contre le djihadisme. Est-ce qu'il y avait une absence de stratégie contre la radicalisation, selon vous? Vous savez, il est toujours sage de dire la vérité. Et Manuel Valls a eu raison de dire qu'il y a eu un retard à l'allumage en France. Notre rapport est paru il y a un peu plus d'1 an, en 2014. C'est pratiquement le premier rapport sur le sujet dans le cadre parlementaire. Les députés en ont fait un quelques temps plus tard. Et pratiquement, on ne s'est pas occupé de la question en France avant 2013. C'est la réalité. Ouais. Il faut mieux dire la réalité. Maître Daniel Fellouz, on sait qu'on n'a pas beaucoup de recul justement sur les premières mesures qui ont été prises par-ci par-là. On avait parlé bien d'un numéro vert avec la possibilité de signaler des cas de radicalisation. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a bien maintenant cerné ce phénomène qui est nouveau, hein, ça a été rappelé par Jean-Pierre Sueur? Alors le gouvernement il a bien cerné, mais est-ce que maintenant les mesures vont être véritablement mises en place? C'est déjà plus délicat à répondre parce que depuis, le sénateur avait dit depuis 2013, mais bien à l'avance, il y a eu effectivement des problèmes de djihadistes
qui étaient mises en avant, qui avaient été même jugées. Et pour autant, il n'y avait pas de politique nationale concernant ce djihadisme qui était en train de devenir de plus en plus important en France. Oui. C'est un problème de cohérence, de coordination de toutes les mesures. Selon vous, Wissa Kies, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain aujourd'hui? Alors sur le terrain, jusqu'à ce que je lise les 80 mesures là, cet après-midi proposées par le gouvernement, j'ai été agréablement surprise, à vrai dire, par les propositions du gouvernement. J'avais tendance souvent à critiquer un peu le côté où on a pris effectivement beaucoup de retard, comme disait Monsieur Sueur, en France, alors que le phénomène de radicalisation est très ancien, qu'il aurait fallu effectivement mettre en avant beaucoup de prévention il y a déjà plus d'une vingtaine d'années, sincèrement, dans beaucoup de quartiers, notamment aussi au sein des écoles, avant même les prisons. En revanche, j'ai été très agréablement surprise aujourd'hui en lisant les 80 mesures qui sont, à mon avis, un état des lieux vraiment de ce qui existe à la fois dans les différentes institutions publiques. Et ça, c'est plutôt une bonne réponse du gouvernement. Mais quelles sont les failles, selon vous, Jean-Pierre Sueur, aujourd'hui, quand on parle de lutte contre la radicalisation? Où est-ce que le gouvernement, finalement, a été défaillant? Vous savez, j'ai été heureux de voir que les 80 propositions reprenaient beaucoup de notre rapport. Et il y a là une grande convergence. On se rend compte qu'on a beaucoup de mal à trouver des rapports de cause à effet. Vous voyez, on a dit, si des jeunes se radicalisent, c'est parce qu'ils sont dans un quartier difficile. Après, on a dit, c'est parce qu'ils sont en échec scolaire. Or, on a trouvé des jeunes qui se radicalisent dans une petite ville de Normandie, sans histoire, des jeunes apparemment sans histoire, parce que les deux principaux facteurs de radicalisation, c'est l'Internet et c'est la prison. S'agissant de l'Internet, c'est terrible. Daesh et Al-Qaïda, ils sont très forts en Internet et en propagande. Donc quand on fait de la contre-propagande, il faut être aussi fort qu'eux. Et j'en viens, et je m'arrête, mais à une question dont j'ai beaucoup parlé avec les préfets. On a décidé, il y a à peu près un an et demi, de mettre en œuvre une cellule de veille dans chaque préfecture. Très bien. On a les acteurs de la justice, de la police, les gendarmes, l'éducation, etc. Mais je dis, il faut aller plus loin, et c'est ce qui est dit dans ces mesures du gouvernement. Il faut être partout vigilant sur le terrain. Parce que quand un jeune est en train d'adhérer profondément à des théories des folles, qui sont le contraire de l'islam, le contraire de la religion musulmane, mais qui finit par croire que c'est vrai, et qu'il doit partir de toute urgence en Syrie pour jouer au football avec des têtes de mort, etc., des choses odieuses et atroces. Eh bien, quand c'est comme ça, il faut qu'il y ait tout de suite, dès le départ, un adulte. Comme quand quelqu'un se noie. Vous savez, quand quelqu'un se noie, on lui donne la main. Un adulte qui dit, mais enfin, réfléchis, le remettre dans le droit chemin. Et pour ça, il faut de la présence humaine, et il faut de la présence humaine partout. Oui, je vous voyais. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette analyse sur les causes de la radicalisation, à la fois la prison et Internet? Alors, la prison, je vais le répéter depuis 2008 que j'interviens en prison, que je travaille sur le phénomène. Oui, la prison, évidemment, est un lieu de radicalisation, mais c'est loin d'être le seul et le premier. Et ça, c'est important de le dire parce que je l'ai répété plusieurs fois, mais apparemment, ce n'est pas suffisant. Quoique, dans les 80 mesures, on voit qu'on essaye de mettre en place des choses au niveau de l'éducation nationale et il était temps. Parce que contrairement à ce qu'on dit, non, Monsieur Sueur, Internet n'est pas le seul lieu de radicalisation. Les réseaux sociaux participent effectivement, mais il y a toujours des individus autres, et notamment à travers d'un discours quand même mortifère, ça a été rappelé. Certes, évidemment, mais je crois qu'il faut, ça fait partie de notre temps. On découvre à travers Internet, c'est à la fois des avantages et des désavantages. Il faut jouer de cela, mais ce que je veux dire, c'est que la famille, on ne touche pas à la famille. Je suis désolée, la famille, on l'a vu avec la Fermera, on l'a vu en janvier avec les frères Kouachi, on l'a revu à nouveau lors des attentats de 2015, des fratries passent à l'acte ensemble. La famille est un lieu de radicalisation, premier agent socialisateur, et évidemment l'école, le collège, le lycée, rien n'a été fait. La prison, l'administration pénitentiaire, même s'il y a énormément de critiques encore à ce jour, même si j'ai rendu un rapport il y a quelques semaines, encore à faire en direction des prisons par rapport à la création des unités dédiées, etc., je crois que l'éducation nationale a pris énormément de retard. Et ça, c'est terrible parce que
c'est la prévention. On ne doit pas attendre qu'il y ait le feu pour faire de la prévention. Quels sont les cas que vous avez pu défendre et comment peut-être les personnes radicalisées sont-elles devenues? Moi, je ne crois pas que ce soit que, effectivement, Internet, même si Internet reste un vecteur très important. Je l'ai dit et je le dis souvent devant les prétoires, je le dis souvent. Pourquoi le gouvernement n'interdit pas à ce moment-là l'accès de certains sites Internet qui sont encore la loi le permet. Oui, la loi d'exception. Oui, effectivement, les mesures d'exception aujourd'hui le permettent. Pour autant, aujourd'hui encore, n'importe quel jeune peut regarder la loi sur Internet. Sur le renseignement le permet. C'est ce que je disais. Effectivement, la loi de l'exception, la loi qui est née de cette exception-là, de l'état d'urgence, fait que, effectivement, aujourd'hui... Non, c'était avant l'état d'urgence. Non, mais fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde un site Internet sur YouTube, par exemple, on n'est pas forcément poursuivi. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Et donc, l'accessibilité à ces sites Internet, c'est un des vecteurs. Maintenant, il n'y a pas que le vecteur d'Internet. Il y a aussi la famille, mais il y a aussi, pas simplement, il y a aussi les mosquées. Dans certaines mosquées, je crois que le gouvernement a mis en place quand même, depuis un certain temps, même s'il y avait des fiches blanches avant les fiches S, effectivement, j'ai eu, moi, à défendre des imams de certaines mosquées qui, effectivement, avaient tendance à dire des choses qui pouvaient être répréhensibles. Jean-Pierre Sueur, est-ce que les autorités religieuses sont suffisamment associées justement à la lutte contre la radicalisation? On a vu que le CFCM, qui est l'instance représentative des musulmans en France, mettant en place un comité aussi théologique pour lutter contre... Il y a beaucoup de questions. Et par rapport à la question des religions, il faut associer bien sûr les religions. Nous sommes dans un pays où l'on peut dialoguer à cet égard avec les autorités religieuses. Pour ce qui est de l'islam, des mosquées, etc., moi je dirais une chose est claire, il y a en France une loi. Vous comprenez, on n'a pas à juger des religions, de l'expression des religions. On est dans un pays de liberté. La religion est libre, les religions sont libres, s'exercent librement en France. Simplement, à partir du moment où vous avez des prêches qui sont contraires à la loi, qui appellent au terrorisme, qui appellent au racisme, etc., il est normal qu'il y ait une répression. Premier point. Deuxièmement, j'en viens à l'école. Le gouvernement a-t-il été assez ferme, justement, dans sa répression? Il faut qu'il soit... Bernard Cazeneuve, avec qui j'en ai parlé, a été très lucide. On lui disait, il faut fermer telle mosquée. Non. Est-ce que la loi est appliquée? Si la loi n'est pas appliquée, il faut réprimer la non-application de la loi ou la violation de la loi. Deuxièmement, l'action, et vous avez tout à fait raison, à l'école est très important, à l'école, au collège, au lycée, il faut enseigner le fait religieux de manière laïque. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, de la propagande, mais il faut que les jeunes puissent faire la distinction entre ce que disent les religions, les différentes religions, qui font partie, après tout, de la culture de l'humanité, et les caricatures qui n'ont rien à voir, qui sont développées par les djihadistes. Mais oui, je voulais réagir. Au-delà des jeunes et justement des écoliers, collégiens, lycéens, c'est aussi un problème au niveau du personnel, notamment les enseignants. Moi, j'entends et je reçois des mails d'enseignants, notamment, je pense à un professeur de philosophie qui m'expliquait clairement que dans ses copies, il trouvait des copier-coller de la revue de Daesh dans les dissertations de philo. Et personne ne fait rien, ces professeurs-là sont démunis. Donc, avant de s'occuper, je crois qu'on a trop voulu s'intéresser aux trajectoires, et c'est très bien de savoir depuis plus de 20 ans, c'est pas un phénomène qui a commencé en 2015, même si quantitativement, effectivement, c'est amplifié. En revanche, concernant les trajectoires, il faut savoir connaître les trajectoires des djihadistes, voire des radicaux, mais avant ça, il faut comprendre qu'aussi qu'il y a un dysfonctionnement au niveau institutionnel sur la question de la laïcité. Vous parliez aborder le fait religieux, ce n'est pas simple. Moi, j'interviens souvent auprès d'institutions publiques, que ce soit la PJJ, l'éducation nationale, etc., voire des magistrats. La question du fait religieux n'est pas simple pour ces professionnels-là. Mais non, Daniel fait une réaction, parce que là, on a parlé du volet prévention. Oui, alors il y a la prévention, il y a l'aspect répressif. Ouais, on va parler après. Le code pénal aujourd'hui, il dispose largement de toutes les considérations pour pouvoir appréhender toute personne qui va parler sur du racisme, de l'antisémitisme, sur l'apologie du terrorisme. L'apologie du terrorisme, par exemple, aujourd'hui, c'est le droit de la presse. Alors là aussi, il peut y avoir des petites modifications qui pourraient se mettre en place pour pouvoir peut-être largement faire un caractère délictuel, par exemple. Vous avez également d'autres considérations, notamment sur les peines de sûreté. Là aussi, vous avez toute
Au niveau du code pénal, vous avez vraiment tous les éléments qui justifient. Il faut agir dans toutes les directions. Et vous voyez, madame, par rapport à l'enseignant que vous citez, ça relève de sa profession que de dire à ce jeune, mais enfin, ce que tu dis là, c'est inacceptable. Et c'est vrai que c'est sur le terrain, ça ne suffit dans pas chaque de dire école. que Non, c'est mais il faut inacceptable. expliquer. Il faut avoir expliquer. le temps et les moyens. Et à cet et la égard, je compétence, voulais oui. juste dire un mot sur la déradicalisation. Justement, Dans le plan, oui. Puisqu'on a parlé il est beaucoup de la question prévention, il de va parler la aussi. déradicalisation. Je veux dire que ça demande beaucoup de moyens. Ouais. C'est très bien de mettre des centres Alors dans justement, chaque région. on va écouter peut-être Manuel Oui. Valls, Jean-Pierre Sueur, qui a annoncé donc ce matin la création d'un centre de réinsertion par région. On écoute le Premier ministre. Le premier centre de prise en charge des personnes radicalisées avec hébergement de longue durée, un centre de citoyenneté et de réinsertion sera mis en place cet été. Les premiers accueillis pourront être des repentis dont nous éprouverons la sincérité et la volonté de réinsertion dans la durée. Parce que la radicalisation concerne tout le territoire national. Je demande au préfet que d'ici la fin 2017, un établissement de cette nature soit créé dans chaque région. Au moins la moitié accueilleront, à la demande de l'autorité judiciaire, des personnes qui ne peuvent être placées en détention. Et l'État souhaite nouer un partenariat beaucoup plus actif avec les collectivités territoriales. Jean-Pierre Sueur, vous nous en parliez à l'instant, justement la création de ces centres, un Oui, par région, mais c'est une belle ambition. Est-ce que le gouvernement C'est très bien. va y parvenir? Et je vais vous dire que le problème, il est plus large que l'effectif qui pourrait être regroupé dans ces centres. Mais c'est très bien de faire cela. Mais je voudrais que l'on ne se rassure pas avec des conceptions un petit peu élémentaires de la déradicalisation. Et certains pensent, voilà, il y a des vidéos très nocives, on va mettre des contre-vidéos, et puis les gens vont être déradicalisés. Il y a C'est les très vidéos, mais il y a naïf. aussi ceux qui reviennent de Syrie, ils C'est auront leur très place naïf. dans ces centres. Quand vous avez quelque chose dans la tête, vous voyez, chacun ici, nous sommes 4, nous avons des convictions de toute nature. Qu'est-ce qui va faire que le lendemain, je vais penser le contraire? C'est tout un cheminement. Il faut beaucoup de psychologie, parfois de psychanalyse. Il faut vraiment travailler. Ça demande beaucoup de dialogue, beaucoup d'écoute, et ça demande aussi d'être extrêmement ferme sur les principes, parce que nos jeunes finissent par croire n'importe quoi. Et il faut aussi penser à une société où tout est, vous voyez, tout est mis sur le même plan, où on n'a pas l'échelle des valeurs, parce que c'est très grave qu'un nombre non négligeable de jeunes Français ou Européens en arrivent à croire à ces choses qui sont détestables. Donc il faut que toute la société se mobilise. Je crois qu'il n'y a pas de réponse simple. Quelle efficacité pour ces centres de réinsertion, cette déradicalisation, désendoctrinement, ça va être difficile? Oui, mais il faut voir ça dans un processus global. Moi, je crois qu'il faut beaucoup de moyens, beaucoup d'écoute. 40 millions d'euros. Votre réaction, soit... Louis Saquies? Oui. Alors, je ne sais pas au-delà d'1 million d'euros ce que ça représente, en fait, en termes d'efficacité sur le terrain. Ce que je veux dire, parce que sachant qu'en janvier 2015, le gouvernement avait déjà annoncé 68 millions d'euros sur 3 ans. Cumulé donc à 40 millions. En dehors des chiffres, je crois qu'il faut, concernant les centres de réinsertion et de citoyenneté, moi j'étais tout à fait favorable, et mon équipe d'ailleurs, qui avons rencontré des retours de Syrie, tout à fait par hasard cette année en travaillant sur le processus de radicalisation en prison, des retours de Syrie, et oui, il n'y a pas de profil typique, notamment sur les profils de Syrie. Et qu'aujourd'hui, il y en a 260 dans les maisons d'arrêt. Dans les maisons d'arrêt qui sont déjà surpeuplées. C'est un danger pour les agents pénitentiaires, que ce soit les surveillants, les travailleurs sociaux, etc. Et pour ces individus qui reviennent souvent avec des traumas. Et je crois que la sélection doit être fine. Il y a plus de 300 personnes, juste pour terminer, 300 Français attendent dans des centres de rétention en Turquie leur retour en France. Où va-t-on les mettre? Donc oui, des centres pour les retours de Syrie. En tant qu'alternative à l'incarcération, je pense que ça peut être efficace. Comme dit M. Sueur, c'est un temps long, minimum 10 mois, un an, pour travailler sur la déradicalisation. La déradicalisation, ce n'est pas le désengagement en termes de leur vision du monde ou de leur religiosité, mais plutôt alternative à la violence, ne plus utiliser la violence. Ouais. Quel regard portez-vous, Maître Fellouz, sur ces centres, sur cette réinsertion sur les centres, c'est déjà un bon début, effectivement, mais non, est-ce que forcément, dans ces centres, on va sortir à la fin de cette... je ne sais pas si c'est une incarcération, si c'est un centre fermé, en tout cas,
à la fin de cette année ou de plusieurs années de déradicalisation, qu'est-ce que le jeune va devenir? Je crois qu'au-delà de cela, je crois que les jeunes qui sont partis en Syrie, et j'en ai rencontré énormément, qui sont revenus ensuite, tous ne sont pas forcément dans l'idéal de l'islamisme tel qu'aujourd'hui on le prétend, et le djihadisme. Au contraire, il y en a certains qui sont déçus. Je crois que faire témoigner ces jeunes, ou ces moins jeunes, hein, parce que j'ai pas eu que des jeunes, moi, j'ai eu aussi des adultes, j'ai eu des personnes qui étaient mariées, qui avaient des enfants, qui sont partis en Syrie, qui pensaient avoir une espèce de Gan Eden, de jardin d'Éden pour avoir véritablement une situation meilleure qu'en France. Quand ils reviennent, ils ne sont pas tous forcément dans la logique de haine, hein, au contraire. Donc, je crois que le témoignage de ces personnes-là, c'est aussi un des éléments qui sera nécessaire. Et il faut, voyez-vous, Delphine, il faut être très vigilant aussi sur ceux qui reviennent. Parce qu'on dit les repentis. Il y a de vrais repentis. Il y a des jeunes et des moins jeunes qui ont vu ce qui se passait en Syrie et qui veulent vraiment rompre. Et puis il y a des faux repentis. Il y a des repentis qui donnent l'illusion du repentir et qui préparent les prochaines agressions terroristes. Donc ça demande beaucoup de vigilance. Moi je suis là en responsabilité, il faut beaucoup de vigilance. Deuxièmement, on a parlé de la prison. C'est vrai que ce n'est pas le seul facteur, mais il y a là beaucoup de gens, voyez-vous, les frères Kouachi, etc., beaucoup de personnes qui finalement se sont radicalisées en prison et se sont connues en prison. À cet égard, il y a eu un grand débat dans ce pays et je suis satisfait de l'orientation qui est prise. Certains ont dit tous les radicalisés, il faut les mettre ensemble dans des prisons. Vous allez à la prison de Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe, vous parlez avec les surveillants de cette prison. Ils vous disent qu'il ne faut pas faire ça parce que ça va exploser. Ça va être une cocotte minute. Alors, est-ce qu'il faut les disperser? Non, parce que si vous les dispersez, vous allez disperser la radicalisation. Il faut des unités de 10 personnes en encellulement individuel avec un bon encadrement. Et tout à l'heure, on a parlé des mosquées. Moi, je voulais parler des aumôniers des prisons. Je pense que, quelle que soit la religion, nous avons rencontré les responsables des aumôniers musulmans des prisons. Il faut que la France exige qu'ils aient la formation adéquate. Il y a des bénévoles parce que, là encore, faisons très attention, sous couleur de l'islam, il y a de la vraie religion, de la vraie spiritualité, et il y a les adeptes du terrorisme rampant. Sur le problème des aumôniers. Moi, je constate qu'il est très facile de taper sur les prisons à défaut de taper sur les écoles publiques. Ah non, et il est très facile de taper sur les aumôniers. C'est pas vous en particulier, mais c'est ce que j'entends depuis des années. Et je travaille sur la question des aumôniers. Alors, les aumôniers sont certainement pas parfaits, qu'ils soient musulmans, juifs, catholiques, etc. Mais à un moment donné, il faut être sensé. Et ce n'est pas qu'un problème religieux. Alors oui, toute la société civile doit être essayer de prévenir la radicalisation. Les aumôniers sont des partenaires essentiels. Mais moi, je m'étonne à chaque fois qu'on ne parle pas du personnel, qui sont des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire en prison, en sachant que la prison, je regrette, n'a jamais permis la réinsertion. Et ça, c'est ce qui explique aussi que certains, et on l'a vu depuis l'affaire Mera, que certains basculent dans la violence. En prison, contrairement à l'extérieur, on doit travailler sur les parcours de violence subis et le passage à l'acte violent. C'est vrai. Je crois qu'il faut à un moment donné arrêter de considérer que la radicalisation est un phénomène exceptionnel. Il faut considérer la radicalisation comme un processus d'entrée dans la délinquance ou voire la criminalité pour ceux qui passent à l'acte violent. C'est important de le signaler. Et ensuite, je vous donnerai la parole. Pardon, ce que Manuel Valls a fait, c'est bien, à mon sens, pour certaines mesures, parce que, par exemple, le maillage de la nation, le maillage du territoire français concernant les différentes unités, c'est bien. Maintenant, le problème, encore une fois, c'est effectivement peut-être les moyens. Je crois que mettre des personnes à l'intérieur comme ça, tous ensemble, s'il n'y a pas suffisamment de moyens, je pense que c'est un peu dangereux. Et je rejoins de ce que, effectivement, monsieur le sénateur parlait concernant de mettre tous ensemble des radicaux. Je ne crois pas que ce soit véritablement la solution tant qu'on n'a pas des personnels formés. Et les personnels pénitentiaires ne sont pas formés aujourd'hui. Alors on les met comme ça dans des unités et il n'y a aucune réponse judiciaire, aucune réponse au niveau pénitentiaire. Qu'est-ce qu'on fait avec? Jean-Pierre Sueur. Je suis frappé du fait qu'en peu de temps, finalement, ça doit faire 10 minutes que nous sommes ensemble, nous avons parlé d'un grand nombre de sujets, de situations. Et je voulais vous dire, madame, que vous avez raison. Je ne jette pas la pierre aux aumôniers et je dis qu'il faut qu'ils soient bien formés, que c'est extrêmement important.
Mais c'est vrai que les personnels de la prison jouent un rôle essentiel. Mais c'est vrai aussi que les enseignants et les personnels de l'éducation nationale jouent un rôle essentiel. Et aussi les parents, et aussi les éducateurs dans les quartiers, et aussi les personnels de la justice, etc. Autrement dit, c'est très simple ce qu'il faut faire. Moi, j'ai envie de dire le mot république. Vous voyez, le djihadisme, c'est le contraire de l'esprit républicain. Et il faut que chacun, chacune, là où il est, dise qu'est-ce que c'est que la République? C'est un ensemble de citoyens libres. Or, ceux qui sont pris dans cet enfer de la radicalisation, ils sont annihilés, ils perdent leur liberté. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Chacun merci. devrait. Merci, Wissakès. Merci, Maître Merci Félix, d'avoir vous. été les invités de Sénat 360. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain, 16h30.